séance. Merci beaucoup de consacrer de votre temps pour l'enregistrement. Marie-Laure Denis, présidente de la CNIL, même si personne n'ignore qui vous êtes. Ici, Irène Baudu, qui est juriste à la direction de l'accompagnement juridique, service des affaires économiques de la CNIL, et Bertrand Payès, directeur de la direction des technologies et de l'innovation, toujours évidemment à la CNIL. Donc, c'est une audition dans le cadre des états généraux de l'information avec des membres du comité de pilotage. Anne Perrault à ma droite, mais on sera rejoint par Nathalie Collin, François Berthelot, rapporteur général, et puis Sébastien Soriano, président des groupes de travail, numéro 1. Bonjour. Terminologie interne. Et puis on sera vraisemblablement rejoint par d'autres membres. Et je précise que cette séance est publique, suivie notamment déjà par un journaliste. Bien, merci à vous donc. Et on vous laisse la parole pour un propos liminaire. Et puis ensuite, on aura beaucoup de questions à vous poser. Monsieur le délégué général, mesdames, messieurs, cher Sébastien Soriano, merci pour votre accueil. Je vous remercie d'avoir sollicité la CNIL au titre des autorités indépendantes pour cette organisation, pour cette audition organisée par le comité de pilotage des états généraux de l'information. Évidemment, la CNIL suit avec beaucoup d'intérêt les travaux de ces états généraux voulus par le président de la République et qui doivent permettre de poser la base d'un modèle d'espace médiatique et numérique pour les années à venir, pour la génération à venir. Dans le cadre de son action, la CNIL a pu relever, comme de nombreux observateurs, que cet espace numérique il est multiforme. Les médias traditionnels sont largement concurrencés par les plateformes et les réseaux sociaux, auxquels s'ajoutent, dans une certaine mesure, les influenceurs. Les médias traditionnels qui jouaient un rôle majeur dans la formation et la cristallisation des opinions, notamment politiques, sont, entre guillemets, parce que c'est un mot américain, challengés, et les citoyens peuvent être désorientés. Ils subissent une fatigue informationnelle et éprouvent des difficultés à distinguer l'information du commentaire, à différencier le vrai du faux. De plus, cet nouvel espace médiatique est marqué par une situation de forte concurrence, doublée d'une concentration croissante. Donc le modèle des médias traditionnels, sur le plan économique en tout cas, est affecté par la baisse et le vieillissement de l'audience. La publicité en ligne est désormais au cœur du modèle économique des médias et de l'ensemble des acteurs du web. Deux plateformes américaines dominent substantiellement ce marché, questionnant ainsi la sauvegarde du pluralisme des médias et la souveraineté culturelle de la France. Alors, si ces enjeux relèvent essentiellement de l'ARCOM et n'entrent pas en tant que tel dans le champ de compétences de la CNIL, son rôle traverse sur les sujets numériques, en tout cas son rôle plutôt transverse sur les sujets numériques, en raison de la place des données personnelles dans les modèles d'affaires et la personnalisation des contenus, ont conduit la CNIL à développer plusieurs axes de régulation qui peuvent répondre à certains aspects de la problématique du droit à l'information. À cet égard, après avoir pris connaissance des thèmes développés dans le cadre des différents groupes de travail, il m'est apparu que la contribution de la CNIL pouvait, je l'espère, être utile sur 4 thématiques en particulier. La première, c'est celle de l'éducation au numérique, notamment aux médias et à l'information. C'est un axe de travail pour la CNIL depuis plus de 20 ans. Nous avons réalisé de nombreux travaux sur les droits des mineurs, en essayant de trouver le juste équilibre entre leur protection face aux cyberviolences et la désinformation, d'une part, et d'autre part, leur autonomisation progressive. Avec nos ressources et nos partenaires, nous travaillons au développement d'une culture citoyenne du numérique auprès de tous les publics, en priorité les jeunes et les prescripteurs, en insistant sur les bonnes pratiques relatives à la protection de la vie privée. La deuxième thématique tout aussi essentielle concerne le financement des médias. La CNIL est consciente de la crise du financement que traverse la presse, entre autres, depuis plusieurs années, du fait notamment de la concurrence des plateformes dominantes. Un transfert des investissements publicitaires s'opère vers ces très gros acteurs et de multiples intermédiaires se sont spécialisés dans le ciblage publicitaire grâce à l'exploitation massive, de volumes massifs de données personnelles, avec pour objectif d'influencer le comportement et les choix des individus. C'est un sujet sur lequel la CNIL est particulièrement active et j'y reviendrai. Le troisième sujet, c'est celui des bouleversements qu'entraîne l'intelligence artificielle sur l'écosystème de l'information. L'irruption des systèmes d'IA générative dans notre quotidien met en tension de nombreux cadres réglementaires, de la propriété littéraire et artistique, en passant par le droit du travail jusqu'à la protection des données personnelles. Et le droit à l'information ne fait pas exception.
La CNIL s'attache à ce que le développement de cette innovation technologique soit respectueux des personnes et des droits qu'elles ont sur leurs données. Nous travaillons donc activement à définir des règles d'utilisation vertueuse des systèmes d'IA et dans l'attente du règlement sur l'intelligence artificielle, en tout cas de sa mise en œuvre, nous avons créé un service dédié à l'intelligence artificielle l'année dernière, puis lancé un plan d'action et nous accompagnons des entreprises et des administrations. Comme le secteur des médias, la CNIL est confrontée sur ce sujet à des enjeux de transparence et de traçabilité des informations. Enfin, je souhaite dédier le dernier temps de mon intervention à la question de la souveraineté informationnelle. En effet, là encore, la position dominante des géants du numérique, qui ne sont ni français ni européens, interroge l'accès à une information pluraliste, indépendante et de qualité. La construction d'un cadre respectueux des droits des personnes, qu'il s'agisse de leur droit à la vie privée ou à l'information, est indispensable pour créer un espace de confiance. Rappelons-nous comment, au lendemain du référendum sur le Brexit, le scandale Cambridge Analytica a révélé comment les données personnelles pouvaient être utilisées à des fins de micro-ciblage et de manipulation. La combinaison entre le recueil d'un consentement libre et éclairé des personnes à l'exploitation de leurs données et la labellisation des producteurs de contenu d'information constitue une piste à explorer pour éviter que ce type de pratique ne se reproduise. Ces 4 thèmes que je me propose maintenant d'approfondir avec l'aide de mes collègues ici présents que vous avez cités illustrent les passerelles entre protection des données personnelles et droit à l'information. À cet égard, je relève que l'explosion des usages numériques et la complexification des technologies utilisées aboutissent à une intrication d'une grande variété de problématiques et conduisent les régulateurs à sortir de leur couloir et à systématiser ou à essayer de systématiser une approche d'interrégulation. Alors, c'est notamment le cas en matière d'éducation numérique. C'est peut-être les premiers sujets que je vais me permettre d'aborder. La CNIL, encore une fois, est très présente sur ces sujets depuis de nombreuses années. Je vais me permettre d'en citer quelques-uns. Nous avons créé il y a une dizaine d'années à peu près un collectif qui s'appelle EducNum, comme éducation au numérique, pour diffuser une culture citoyenne du numérique, réunissant une soixantaine de partenaires, dont par exemple le CLEMI, de l'éducation nationale, qui propose des formations et des ressources. Les enjeux pour les personnes concernées, parce que j'ai cru comprendre que c'était aussi une des thématiques que vous souhaitiez voir abordées, en tout cas de notre point de vue, c'est de pouvoir décrypter le vrai du faux sur les réseaux sociaux, vérifier les informations et leur source paraît essentielle parce qu'il y a des algorithmes très puissants, omniprésents. Je pense que le président du comité a écrit quelques ouvrages sur ces sujets qui peuvent contribuer à maintenir les individus dans ce qu'on appelle leur bulle informationnelle, la bulle de filtre, où on ne leur présente, finalement, les algorithmes ne leur présentent que le type de sujet et avec l'orientation qu'ils souhaitent voir apparaître d'une certaine façon, ce qui évidemment ne développe pas l'esprit critique. On a invité Étienne Klein récemment à un colloque qu'on a fait sur l'intelligence artificielle et qui parlait à ce propos, pas sur l'intelligence artificielle, mais sur les bulles de filtre des chez-soi idéologiques. C'est un concept intéressant. Bonjour madame. Nous nous intéressons également aux droits des mineurs à l'ère numérique. En 2021, nous avons publié 8 recommandations pour renforcer la protection des mineurs en ligne, et ce dès le plus jeune âge. On préconise notamment de renforcer l'information des droits des mineurs par le design. On est très attentif à l'interface, enfin, au design des interfaces, par exemple sur les grandes plateformes, etc. Dans le laboratoire d'innovation numérique au sein de la direction de technologie de la CNIL, d'ailleurs, il y a des ateliers qui sont organisés avec des designers et des mineurs pour voir de quelle façon on peut, de façon vertueuse, en quelque sorte, leur présenter des choix à faire. Et je vais évoquer quelques actions rapidement que mène la CNIL pour diffuser une culture de l'éducation numérique et à l'information. Par exemple, au travers de 5 actions, je vous listerai rapidement. On participe à la semaine de la presse et des médias à l'école, chaque année en mars, qui est organisée par le CLEMI et avec les ressources pédagogiques qui sont les nôtres. On a créé et lancé avec le groupe Vive, l'ANAE et la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale
et avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale, en 2018, un jeu immersif, comme on dit, un escape game, comme on dit en français, qui s'appelle Les Gardiens du numérique, qui comporte notamment une mission à réaliser sur les infox. Et depuis septembre dernier, ce jeu est en libre accès à la bibliothèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, ouvert gratuitement aux classes et aux familles jusqu'en 2025. En 2023, d'ailleurs, on a créé des livrets pédagogiques à partir de ce jeu, avec des thèmes comme le jeu vidéo, le cyberharcèlement, la valeur des données personnelles. J'ai conclu un partenariat avec Radio France également en 2022, une convention de partenariat qui vise à sensibiliser le grand public sur les antennes nationales et régionales du groupe, qui s'inscrit dans la volonté de ce groupe de lutter contre la désinformation. On a participé à des ateliers sur ces sujets, aussi devant plusieurs classes, et notamment à l'émission Interclasse sur France Inter, en répondant aux questions des élèves, en partant de cas d'usage et avec des conseils pratiques. Et chaque diffusion de cette émission a recueilli plus de 2 millions ou a réuni plus de 2 millions d'auditeurs. Et par exemple, lorsqu'on se déplace en région, et j'y reviendrai 2 secondes, quand par exemple nous allons à Toulouse, pour faire l'éducation numérique ou la citoyenneté, le réseau France Bleu est sollicité et bien souvent relaie nos messages. Par ailleurs, nous participons au Tour de France de l'éducation aux médias et à l'information, qui est organisé par France Télévisions. On a été invité par Radio France à y participer. On a animé 2 ateliers à Poitiers et à Nancy, par exemple, sur les réseaux sociaux et la citoyenneté numérique. Et puis on essaye d'être très présent en région. Là, par exemple, cette semaine, à l'occasion de la journée européenne de la protection des données, qui est le 28 janvier, tout le monde ne le sait pas, donc je permets de le préciser, nous avons une équipe qui est partie à Marseille et qui, en une seule semaine, avec l'aide du délégué à la protection des données de la ville de Marseille, va être en contact avec 1200 élèves des écoles primaires et leurs parents s'ils le souhaitent. Et à cette occasion, on va leur distribuer les ressources qu'on a conçues pour les 8-10 ans, qui sont sur le site de la CNIL, et j'invite ceux que ça peut intéresser à aller voir. Il y a 4 vidéos, par exemple, qui sont faites pour un jeune public, notamment sur le cyberharcèlement, le cookies, donc les traceurs publicitaires, l'exercice des droits, parce qu'on a des droits sur ces données, pouvoir y accéder, s'opposer à leur réutilisation, par exemple, sur l'identité en ligne. Un jeu de cartes que j'aurais dû apporter, j'aurais dû en apporter au moins 3 compte tenu du public. Et un livret surtout aussi fait pour les parents et les enseignants, et qui peuvent, s'ils veulent se saisir de ce thème, passer 1 heure avec leurs élèves avec des fiches extrêmement précises. Voilà sur les aspects d'éducation au numérique, en précisant que le Conseil de l'Europe en 2025 va faire de cette année une année européenne de l'éducation à la citoyenneté numérique pour répondre aux défis qui se posent, et la CNIL réfléchira pour voir dans quelle mesure elle inscrit une action supplémentaire sur cette thématique. Alors, sur un sujet très très différent, je voudrais maintenant évoquer le financement des médias par la publicité et la place des grandes plateformes numériques. Tout d'abord, donc, en essayant de focaliser d'abord sur les enjeux pour les personnes concernées, je ne vais pas apprendre grand-chose à un grand monde, mais revenir sur les conséquences sur la vie privée d'une personnalisation de la publicité ciblée en ligne. La publicité est bien sûr une source substantielle de revenus pour un large éventail de services en ligne, que ce soit pour les médias traditionnels ou des médias différents. La particularité de la publicité en ligne réside dans donc l'extrême personnalisation de certains modèles. En fait, on arrive à collecter suffisamment de données sur les individus, sur leur navigation sur Internet ou autre, pour pouvoir les profiler, comme on dit. Ces profils sont achetés notamment par des tiers, des courtiers en données, par exemple. Et cette pratique nécessite de collecter des grandes quantités de données, et certaines de ces données sont sensibles, parce qu'en fonction des sites que vous consultez, ça peut traduire votre profil politique, votre orientation sexuelle, si vous êtes sur des sites de rencontres, par exemple. Donc ça n'est pas neutre. Et le but de cette hypercollecte de données, c'est naturellement d'influencer les comportements des individus et leurs choix, en matière commerciale essentiellement, mais ça peut être pour d'autres raisons, en matière politique par exemple, et peuvent être davantage exposés à une certaine désinformation.
Alors, les individus font face, bonjour monsieur, à des risques exacerbés par une collecte souvent invisible, en fait, de données par un très grand nombre de sociétés. Très peu d'internautes se rendent compte qu'en allant sur un site internet ou en allant sur une application, et sur les applications, il y a des données encore beaucoup plus sensibles. Les applications peuvent accéder à votre géolocalisation en temps réel, à votre carnet de contact, à vos photos, à vos vidéos. Ces données ne sont pas partagées uniquement avec une seule entreprise, mais en réalité, bien souvent, avec des centaines, voire plus, d'entreprises. Et ces enjeux, donc, en matière de protection de la vie privée, ils sont d'autant plus importants que les usages évoluent et que le téléphone portable, ou en tout cas l'accès au numérique en mobilité, par les tablettes et autres, constitue maintenant le premier vecteur d'accès au numérique. Donc, je pense qu'il est essentiel de faire en sorte de faire beaucoup de pédagogie sur ces sujets. En tout cas, nous, on constate à la CNIL que les individus, les citoyens sont de plus en plus sensibles aux questions de protection des données. Par exemple, le nombre de plaintes reçues à la CNIL a été multiplié par 2 depuis l'entrée en vigueur du RGPD. C'était 7 000 plaintes avant, maintenant c'est 16 000 chaque année. On s'est dit la première année, il y a eu une courbe un peu progressive, on s'est dit c'est l'effet waouh la première année, mais non, c'est un effet structurel qui est permanent. Et on reçoit aussi de plus en plus de plaintes liées à la publicité ciblée qui sont parfois portées par des associations extrêmement structurées et actives en matière de protection des données en France et en Europe. Je pense par exemple à des associations de défense des droits et des libertés telles que None of Your Business, NOIB, et on intervient en tout cas avec nos homologues, puisque maintenant avec le RGPD il y a un traitement transfrontalier des plaintes sur ces questions de publicité ciblée. Alors quels sont les enjeux pour les acteurs des médias et de l'audiovisuel ? La CNIL est consciente évidemment du rôle joué par la publicité ciblée dans les modèles d'affaires et intègre la prise en compte, en tout cas cherche vraiment à intégrer de plus en plus la prise en compte des enjeux économiques et concurrentiels dans son analyse. Les avantages économiques de la publicité en ligne, enfin, la CNIL elle est agnostique sur la publicité, elle est ni pour ni contre, il y a des gens qui sont ravis de recevoir de la publicité personnalisée, etc. Nous, ce qu'on cherche, c'est à ce que les gens aient un choix, que ça soit transparent et qu'ils aient un choix, qu'ils soient informés en tout cas, que leurs données sont collectées et qu'ils puissent y consentir en toute connaissance de cause. Alors, il est certain qu'il y a un transfert des investissements publicitaires vers le digital au bénéfice des grandes plateformes. Donc la presse en a fait encore l'écho ce matin, ça a déjà été révélé dans un rapport à la fin 2020 sur la régulation en tout cas, et la publicité, qui contribue à diminuer la part des revenus des éditeurs. Au sein de cet écosystème, c'est naturellement les grandes plateformes comme Google et Facebook qui sont présentes sur l'ensemble de la chaîne de valeur qui captent une part importante et croissante des revenus publicitaires. De surcroît, comme le secteur de la presse fait l'objet d'un mouvement de concentration accéléré via l'utilisation des réseaux sociaux et des moteurs de recherche comme source d'information par les personnes, elle est particulièrement impactée par ce mouvement. Et puis on est conscient aussi que les plateformes dominantes, elles peuvent prendre des décisions qui ont un impact considérable potentiellement sur les médias. Les modifications de la stratégie commerciale de ces grandes plateformes, de leur modèle d'affaires. Par exemple, je pense à la sollicitation d'Apple dite ATT, Apple Transparency. Et le troisième truc, c'est quoi? J'ai un petit doute. Enfin, ATT, on dira. App Tracking Transparency. App Tracking Transparency, voilà. Exactement, pour que les utilisateurs d'applications sur iOS soient sollicités pour pouvoir refuser un suivi de leur activité sur des sites tiers, qui est un sujet sur lequel et la CNIL a reçu des plaintes et l'autorité de la concurrence a reçu des plaintes et on a échangé des avis sur le sujet. Donc, la CNIL a cherché à évoluer pour prendre en compte ces aspects en créant une mission d'analyse économique pour mieux intégrer la dimension économique dans nos analyses et l'impact de notre régulation sur les marchés que nous régulons. Et puis, on s'est rapproché de l'autorité de la concurrence. Par exemple, pour la première fois, la CNIL a fait une saisine formelle de l'autorité de la concurrence sur la régulation que nous entendons faire sur les applications mobiles, comme on en a fait une sur les cookies, sur les traceurs publicitaires.
j'ai animé le 12 décembre dernier, je crois, avec Benoît Cœuré, le président de l'autorité de la concurrence. On a organisé conjointement un colloque qui s'est soldé par la publication d'une déclaration pour une ambition commune qui cherche justement à renforcer les synergies parce que naturellement dans un monde économique où les grandes plateformes sont des acteurs dominants avec des impacts sur la concurrence et qu'elles se nourrissent de données, notamment de données personnelles, il y a naturellement de plus en plus d'interactions entre les deux types de régulation. Alors, le rôle de la publicité ciblée étant esquissé, il convient d'articuler maintenant du mieux que possible la nécessité, encore une fois, que la CNIL ne conteste pas du tout de cette publicité, et puis le droit à la protection des données. Donc, pour nous, en fait, la publicité ciblée, ce qui compte, c'est qu'elle relève du choix de l'internaute, qui doit donc être en mesure de refuser ou de consentir, de faire l'objet d'un suivi, pour maximiser la pertinence des publicités. Et ce qu'on recherche, c'est qu'il y ait une meilleure information et un meilleur contrôle des personnes sur leurs données. En fait, il faut faire prendre conscience aux utilisateurs de services numériques que leurs données ont une valeur économique. Et aussi, je pense que le RGPD ne doit pas être utilisé comme un prétexte, je mets ce mot entre guillemets, mais pour justifier les difficultés rencontrées de manière plus globale par le secteur en manière de financement. Ce n'est pas propre aux médias, c'est quand même un grand classique depuis que je suis à la CNIL. À cause du RGPD, on ne peut pas faire ceci, à cause du RGPD, tel secteur est en train de mourir, etc. C'est quand même un peu plus nuancé dans les faits. Les difficultés du secteur des médias en matière de financement sont structurelles, sont antérieures d'ailleurs au RGPD. Par exemple, entre 2007 et 2017, le secteur de la presse a connu une baisse de plus d'un tiers de son chiffre d'affaires. Et ce phénomène de captation de la valeur, qu'a rappelé à plusieurs reprises la DLC, ainsi que la diminution de la vente de contenu, qui reste la principale source de revenus du secteur, n'a pas pu être compensé par une augmentation constatée, en tout cas depuis 2019, des audiences des sites de ces organes de presse. Et je voudrais aussi insister sur une chose, c'est qu'il n'y a pas d'immunité réglementaire en droit de la protection des données pour les très gros acteurs, comme j'ai pu parfois le lire, mais en même temps je peux comprendre l'idée en disant quand on est dans un univers logué, où les très grandes plateformes numériques ont accès sans avoir besoin d'une certaine façon d'avoir recours à des traceurs publicitaires, un certain nombre de données permettant de vous profiler, il peut y avoir une inégalité concurrentielle. Alors d'abord, ce n'est pas le rôle de la CNIL de compenser en quelque sorte cette distorsion concurrentielle, mais il faut naturellement que la CNIL soit attentive à ça. Et je constate quand même que dans la régulation que nous avons faite sur les traceurs publicitaires, de façon très séquencée, très méthodique, pour que ce soit pour faire une régulation un peu systémique et concertée avec le secteur, donc c'était une concertation un peu virile. La très grande majorité, en tout cas financièrement, des amendes qui ont été prononcées par la commission des sanctions de la CNIL, qui s'appelle la formation restreinte, ont visé les GAFAM. Et on peut se dire, pour des centaines de millions d'euros, très rarement, je pense que peut-être 80 ou 85% des 594 millions d'euros d'amende que la CNIL a prononcées depuis 5 ans, alors qu'avant le RGPD, sa plus grosse sanction était 300 000 euros, visait les très grands acteurs du numérique, mais pas qu'exclusivement, ce n'est pas du tout notre but en tant que tel, et en particulier sur des questions de ciblage publicitaire. Alors vous pourrez évidemment me rétorquer, donc ça permet d'anticiper la question pour essayer d'y répondre, que c'est facile, confortable, potentiellement, pour des très grands acteurs du numérique, d'acheter, en quelque sorte, en attendant 2 ans, 3 ans qu'une sanction soit prononcée, une situation qui les avantage et une non-conformité à des règles. Mais comme on peut prononcer des injonctions, ce sont vraiment ces injonctions qui cherchent à modifier les usages en cours qui, de fait, permettent cette conformité. Par exemple, maintenant, quand vous allez sur YouTube ou sur le moteur de recherche de Google, sur le search, vous avez dès le premier écran la possibilité de refuser les traceurs publicitaires. Et ce que Google a fait en France du fait de la régulation de la CNIL, Google a décidé de l'étendre à l'ensemble de l'Union européenne. Donc on peut avoir une influence en matière de régulation sur ces comportements
avec le but, en tout cas du point de vue de l'autorité de protection des données, de permettre aux individus de mieux contrôler leurs données et d'avoir plus de transparence sur celles-ci. Alors, j'ai cru que vous demandez aux personnes que vous auditionnez quelles sont leurs attentes vis-à-vis du secteur et des états généraux de l'information. C'est un peu plus compliqué pour la CNIL de répondre à cette question, parce qu'elle n'est pas un acteur de l'audiovisuel, elle n'est pas en charge de la régulation du... Attente ou proposition. Voilà. Donc, je pense que ce qui serait utile, mais je pense que je n'ai pas besoin de dire ça pour que le secteur y réfléchisse tout seul, c'est que, compte tenu de la disparition programmée ou annoncée de ce qu'on appelle les cookies tiers, je pense que le secteur doit être incité à réfléchir à des modèles alternatifs publicitaires et notamment à des modèles qui peut-être valorisent davantage ce qu'on appelle la publicité contextuelle. Pour prendre un exemple, si vous surfez sur un site qui concerne la parentalité, peut-être vous n'allez pas avoir comme publicité des voitures avec des voitures à 2 places, quoi, par exemple. Je veux dire que c'est aussi du bon sens et que ça peut produire des effets en termes d'efficacité de la publicité sans avoir besoin de collecter toutes les données des personnes qui se connectent sur le site. Et il y a un certain nombre d'études qui montrent que la publicité contextuelle peut être, alors je suis un spécialiste de la publicité, et donc je me garderai bien d'avoir des phrases définitives sur le sujet, mais en tout cas des effets peut-être dans un certain contexte aussi efficaces que de la publicité très intrusive. Et je constate que le New York Times a annoncé qu'il faisait beaucoup plus de publicité contextuelle maintenant, et que je sache, les recettes publicitaires du New York Times n'ont pas fondu, bien au contraire, elles ont plutôt augmenté. Il y a récemment aux Pays-Bas, je crois, un organe de l'audiovisuel public, ou en tout cas des médias publics, qui a décidé aussi d'avoir davantage recours à de la publicité contextuelle, et je pourrais citer des acteurs en France aussi qui le font. Donc je crois qu'à un moment où il y a beaucoup d'études qui sortent sur l'évolution des modèles publicitaires, celle qui a été commandée par l'ARCOM, le ministère de la Culture sur le financement des médias, des sujets que nous pouvons regarder aussi en interne. Je pense qu'en tout cas, c'est intéressant de mettre ça sur la table pour voir dans quelle mesure ces modèles publicitaires qui feraient moins appel aux données personnelles des personnes sont soutenables économiquement, parce que naturellement, ils ne prospéreront que s'ils sont soutenables économiquement. Par ailleurs, au niveau européen, la Commission européenne a lancé une initiative volontaire qui s'appelle le Cookie Pledge Initiative. C'est Didier Reynders, le commissaire à la justice, qui l'a lancé en mars 2023 et qui vise à réduire la lassitude des utilisateurs concernant les cookies, avec un projet de principe qui encourage également le développement de publicités moins intrusives. Alors évidemment, moi je ne suis pas une spécialiste de ces sujets, mais il y a une question de répartition de la valeur au sein de l'écosystème publicitaire qui constitue un enjeu important, autant économique que concurrentiel pour les éditeurs. Et puis il y a peut-être un sujet sur les paywalls, les cookie walls, l'accès au contenu qui n'est pas permis tant que vous n'avez pas en gros consenti à ce qu'on utilise vos données. Elle n'est pas illégale en soi, mais elle n'a d'intérêt que si elle se traduit effectivement par plus de sobriété en matière de données. Et la CNIL constate qu'il y a un développement des alternatives payantes au financement par la publicité ciblée, que ce soit dans les secteurs de la presse, de l'audiovisuel et des réseaux sociaux. Alors, ce modèle, il n'est pas illégal, hein, le Conseil d'État l'a relevé, la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'occasion de se prononcer dessus par un arrêt très important, très structurant du 4 juillet dernier à propos de Meta et de la combinaison des données par les différents services de Meta. Et voilà, il va falloir déterminer alors, les autorités de protection des données, elles sont plutôt heureuses qu'il y ait plus de transparence, en quelque sorte, sur ces sujets. Vous payez l'accès aux services, finalement, soit avec vos données, soit avec de l'argent, et en quelque sorte, c'est plus clair. Après, il y a un sujet, il n'appartient évidemment pas, et heureusement, aux autorités de protection des données de se positionner sur le prix de ces abonnements, mais en revanche, il appartiendra notamment en l'espèce à la CNIL irlandaise, avec l'appui de ses homologues, de la CNIL, de veiller à ce que le prix de l'abonnement qui est affiché
n'est pas une incidence sur la liberté du consentement, parce que s'il est vraiment très élevé, naturellement, ça incite plutôt à donner ces données sans avoir à payer. En tout cas, c'est ce que dit la CJUE sur le sujet. Voilà ce que je peux dire à ce stade sur le financement des médias par la publicité. Il y a un troisième point que je souhaiterais aborder, si vous en êtes d'accord, qui est celui de l'intelligence artificielle. Le développement de l'intelligence artificielle présente des opportunités majeures et des risques importants. Alors, naturellement, il y a une adhérence très forte entre les données personnelles et le développement des systèmes d'intelligence artificielle, puisqu'il y a une espèce de triptyque sur lequel repose l'essor de l'intelligence artificielle, qui repose sur la captation d'une quantité considérable de données. Quand on voit que la version 3, qui est déjà bien ancienne, de ChatGPT, reposait sur 175 milliards de paramètres. Et puis, la puissance de calcul, c'est le deuxième pied, en quelque sorte, du triptyque. Et puis, le troisième, c'est les ingénieurs, les talents, etc. Évidemment, toutes les combinaisons de données qu'on peut faire. Et je voudrais dire tout de go que le droit de la protection des données, le règlement général sur la protection des données, il s'applique au système d'intelligence artificielle. Et le règlement sur l'intelligence artificielle, qui vient d'être publié, qui sera adopté prochainement, vraisemblablement par les institutions européennes, et qui sera mis en œuvre progressivement, mais totalement pas avant 2026, il ne se substitue pas au RGPD. Et donc, il y a nécessairement des tensions, ça je ne le nie pas, entre le droit de la protection des données et les systèmes d'intelligence artificielle, parce que le droit à la protection des données, ou le RGPD, c'est la minimisation des données. On utilise le moins de données possible, et l'intelligence artificielle utilise le plus de données possible. Parce que le RGPD, on évite d'utiliser des données dites sensibles, alors que l'intelligence artificielle ne fait pas de différence entre les données sensibles et les données qui ne le sont pas. Parce que le RGPD dit que quand on collecte des données, il faut les collecter pour une finalité particulière. Or, les systèmes d'intelligence artificielle, ils ne savent pas nécessairement en amont, de façon très précise, pour quelle finalité ils exploitent les données. Le RGPD vous dit qu'il ne faut pas conserver les données plus que nécessaire par rapport à cette finalité. Or, les systèmes d'intelligence artificielle ont besoin de conserver des données. Mais moi, je suis convaincue, en tout cas, qu'il y a des réponses à apporter à ces questions pour articuler le RGPD et l'essor de l'intelligence artificielle générative et de l'intelligence artificielle tout court, dont l'essor considérable est lié à l'appropriation par le grand public, de façon considérable. Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je pense que pour avoir 100 000 abonnés ou auditeurs, etc., je ne sais pas, TikTok, il a fallu peut-être 9 mois, ChatGPT peut-être 2 mois, enfin ça vous donne, et Instagram 2 ans et demi, enfin, ça vous donne, je ne suis pas absolument sûr des chiffres que j'énonce, mais c'est à peu près les ordres de grandeur. Donc, très concrètement, je voudrais dire un mot sur les risques, tout en ne méconnaissant pas les opportunités, naturellement, qui peuvent être portées par les systèmes d'intelligence artificielle. Les risques, compte tenu du fait que c'est un système statistique, c'est qu'il véhicule des biais, des discriminations. Je vous donne un exemple, moi, que j'ai en tête, parce que la CNIL n'a pas découvert l'intelligence artificielle avec ChatGPT. On a reçu, par exemple, il y a quelques années, c'est comme c'est très imagé, je me permets de donner cet exemple, une plainte qui était relative à un processus de recrutement où on vous demandait de faire des vidéos pour vous présenter. Il se trouve que toutes les personnes qui avaient des accents marseillais, ultramarins, étrangers, n'étaient pas sélectionnées parce que les données qui avaient alimenté en amont le système d'intelligence artificielle, ou l'algorithme en tout cas de recrutement, alors même qu'il ne doit pas y avoir d'ailleurs de décision automatisée, exclusivement automatisée, sur des sujets qui ont des conséquences aussi importantes, avaient été alimentées très probablement par des données qui n'étaient pas suffisamment pertinentes et variées. Donc il y a des risques de biais et de discrimination en fonction du sexe, de l'âge, de la couleur de la peau, par exemple. Il y a des risques d'erreur, parce que ces systèmes, ils n'ont aucune notion a priori, en tout cas, du vrai et du faux.
Et par ailleurs, il véhicule une représentation du monde qui aujourd'hui est très anglo-saxonne, puisque 95% des données qui entraînent ces modèles aujourd'hui sont des données anglo-saxonnes et très peu de contenu français. Donc les enjeux du coup pour les personnes concernées dans ce contexte, pour la protection des données personnelles, c'est le sujet, c'est les sujets qui nous sont chers en matière de protection des données, c'est l'exactitude des données, c'est leur minimisation, c'est le principe de finalité. Comme je l'ai dit, c'est un vrai défi. C'est pourquoi j'ai souhaité que la CNIL lance en mai dernier un plan intelligence artificielle, outre la création d'un service de l'intelligence artificielle à la CNIL, pluridisciplinaire. Nous faisons deux choses fondamentalement. La CNIL est connue, et peut-être trop connue pour être le gendarme de la protection des données, mais en réalité, nous faisons beaucoup d'accompagnement. Il y a au moins autant d'effectifs qui font de l'accompagnement que de l'aspect répressif. Et donc, nous accompagnons, par exemple, aujourd'hui, une société comme Hugging Face, qui, comme son nom ne l'indique pas, est quand même en très grande partie française, et qui fait de l'IA en source ouverte, en open source. On a lancé un bac à sable, c'est pas un bac à sable réglementaire parce qu'on ne peut pas le faire, mais un bac à sable, on en fait un thématique chaque année. Cette année, enfin depuis 3 ans, cette année, on le consacre aux usages de l'IA et des services publics. Donc on accompagne par exemple un projet de Nantes Métropole sur l'optimisation de la consommation d'eau par on accompagne la direction du numérique sur l'extension des robots conversationnels. On accompagne non plus Pôle emploi, mais France Travail sur la possibilité de mieux proposer des parcours personnalisés aux demandeurs d'emploi. Et par exemple, la RATP sur du déploiement de vidéosurveillance qu'on appellerait dans notre jargon privacy by design, qui n'utilise pas ou peu de données personnelles ou en tout cas de données sensibles. Et je constate que le législateur est très sensible à ces sujets-là, puisque dans la loi sur les Jeux olympiques, pour laquelle la CNIL a beaucoup dans laquelle la CNIL a beaucoup contribué, le législateur nous a demandé, outre le fait qu'il nous a donné des pouvoirs de contrôle particuliers sur les algorithmes des caméras augmentées, c'est-à-dire non pas de la reconnaissance faciale, mais des algorithmes qui permettent de détecter des comportements suspects, quelqu'un qui brandit une arme, une voiture qui arrive en sens inverse, etc. Nous a aussi confié la mission, qui a été très intéressante, qui a été menée par la direction de Bertrand Payès, d'accompagner les fournisseurs d'algorithmes avant qu'ils soient sélectionnés par le ministère de l'Intérieur. Donc on fait de l'accompagnement, et puis on fait aussi je vous rassure, dans 6 minutes, j'aurai terminé. Ça vous laissera le temps, la moitié de l'audition pour vous. Le temps. Certains qui ont beaucoup de questions. Et donc, il nous paraît très important, puisque la loi sur l'intelligence artificielle ne s'applique pas tout de suite, de pouvoir répondre aux interrogations qui nous sont remontées par les responsables de traitement de données. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà diffusé, après une consultation publique, un certain nombre de fiches pratiques pour résoudre les tensions que j'évoquais, et nous allons continuer à en diffuser d'autres sur la sécurité et l'IA, sur l'exercice des droits et l'IA, parce que par exemple, comment fait-on pour s'opposer à l'utilisation de ces données avec des modèles qui ne sont pas réutilisés, qui ne sont pas réentraînés tous les jours, ça c'est une question. Mais sur la finalité, par exemple, l'exemple que je citais tout à l'heure, nous, si vous nous dites, on fait un système de vision par ordinateur pour détecter des voitures, des panneaux de signalisation et des piétons, ça nous va. En termes de minimisation, pour un projet de recherche médicale visant à déterminer les variables du cancer de la prostate, on s'attachera peut-être. Je donne un exemple qu'on a vu, à ce qu'on n'utilise pas peut-être des données de femmes, de centaines de millions de données, qui certaines ne sont pas pertinentes, et parfois il y en a trop. Pour les durées de conservation, on peut aussi ajuster les délais de durée de conservation en fonction de savoir s'il s'agit de collecte des données, si c'est l'entraînement des modèles, si c'est la maintenance, etc., etc. Voilà. Donc en tout cas sur l'IA, on est très présent, et en ce qui concerne l'information, je pense qu'il y a deux questions importantes avec l'IA, c'est la question des deepfakes, dont on voit qu'ils émergent de plus en plus facilement, notamment dans des contextes d'élections politiques.
la question du droit d'auteur et de la traçabilité des données utilisées pour l'IA. Donc, on voit une relation qui est entre le New York Times, le revient, et OpenAI en ce moment. Et à notre niveau, je vous invite à aller sur le site de la CNIL, où il y a 2 articles qui ont été publiés. Sur le site du LINC, notre laboratoire d'innovation numérique à l'INC, nous avons publié une analyse des techniques de détection des contenus artificiels et des techniques de tatouage destinées à tracer justement l'origine des données dans les systèmes d'IA. Donc il faut trouver en fait des solutions innovantes en matière de régulation. Et ma conviction, c'est qu'il y a des réponses à ces questions. Je ne sais pas quand vous souhaitez que je m'arrête. Peut-être on peut passer aux questions, si ça vous en dit pas. Oui, tout à fait. Alors, avec un très bon signe en matière d'audience. Parler de souveraineté. Voilà, vous avez un 4e point quand même. Oui, j'ai un 4e point, mais je vais y parler en termes de questions très rapidement, si vous voulez, enfin vraiment en 2 mots. Très rapidement, si vous voulez bien. Voilà, très rapidement. Nous, on s'intéresse naturellement à la localisation des données et à l'effet extraterritorial d'un certain nombre de législations. Donc, on est très sensible à l'encadrement des transferts de données, notamment pour les données sensibles de santé, mais il y a d'autres données sur lesquelles il peut y avoir un enjeu particulier. On est très sensible à l'hébergement des données sur des acteurs, enfin, auprès d'acteurs, encore une fois, pour les données les plus sensibles, qui ne soient pas soumis à l'accès des données par des gouvernements étrangers. Donc la CNIL voit un intérêt dans la montée en puissance d'un écosystème européen souverain dans le domaine des technologies numériques. Voilà en quelques mots ce que je veux dire. Merci beaucoup. Je disais qu'en termes d'audience, c'est toujours une bonne chose. On est plus nombreux maintenant autour de la table comme en ligne qu'au tout début de votre intervention. Nathalie Collin des comités de pilotage et plusieurs membres des groupes de travail nous ont rejoints. Je propose que qui veut poser la première question la pose. Nathalie, peut-être pour partir du dernier point qui était sur l'IA, est-ce qu'à votre avis, on peut utiliser RGPD qui est quand même solide, installé, et où on a une base importante, pour imposer un certain nombre de choses à l'IA qui aujourd'hui ne sont pas encore complètement mûres, mais le fait de mentionner le fait qu'un contenu, notamment un contenu texte, parce que c'est vrai que si on arrive à retrouver sur des contenus vidéo, sur les contenus texte, aujourd'hui je connais personne qui est capable de tracer le fait que ce soit fait par IA, si ce n'est un watermarking dans le contenu lui-même obligatoire. Donc est-ce que RGPD peut être quelque chose qui peut faire ça, mais aussi, je vais vouloir faire plein de choses à RGPD, vous allez voir, que vous pouvez dire non, mais aussi évidemment le fait de pouvoir tracer les sources, parce que si on ne peut pas tracer les sources, on n'a aucune façon de savoir s'il y a l'utilisation de données personnelles, la transparence de l'algo lui-même, et puis comment on va pouvoir obliger à retirer des données privées qui auraient été utilisées, alors même qu'on ne sait pas tellement s'il y a une réversibilité existante, enfin, technologiquement, quelque chose qu'on... Donc j'ai tout un passage autour de comment RGPD, qui est quand même une réglementation stable, qui a fait ses preuves, etc., peut accompagner quelque chose qui va aller rentrer finalement dans l'IA, là où pour le moment on est sur l'écume du... Voilà. Non, merci beaucoup. Alors, évidemment, avant de passer à la parole à Bertrand Payès, qui est notre expert sur le sujet, je me dirais, de façon peut-être générale, d'abord, c'est que le RGPD sont des principes souples, en fait, hein, et c'est une législation qui est neutre technologiquement, ce qui en fait peut-être sa force. D'ailleurs, pendant la crise Covid, on a apporté des garanties à l'utilisation d'un certain nombre de traitements, mais on n'a rien empêché, y compris l'application etc. En revanche, on s'est assuré naturellement qu'elle soit la moins intrusive possible et que la vie privée soit assurée. Donc, en ce qui concerne l'IA, je pense qu'on peut mobiliser un certain nombre de ces principes qui sont justement relativement généraux pour imposer ou en tout cas souhaiter qu'il y ait des garanties. Pour prendre votre dernier exemple sur l'effacement, le droit à l'effacement des données, par exemple, comme ces modèles ne peuvent pas être réentraînés tous les jours, si moi je veux m'opposer à l'utilisation de mes données ou demander un droit à l'effacement des données, parce que si je tape Marie-Laure Denis et que j'apparais comme danseuse du Bolchoï du XIXe siècle, et encore c'est plutôt flatteur par rapport à la réalité actuelle. Moi, j'aimerais bien, personnellement. L'objectif qu'on peut essayer d'obtenir, c'est que quand il y aura une invite ou un prompt, comme on dit, avec Marie-Laure Denis, etc.,
si j'ai signalé qu'il y a cette erreur ou que je demande l'effacement, ça n'apparaisse pas dans la réponse qui va être donnée à la question qui a été posée. En revanche, l'information, elle sera peut-être toujours dans le système d'IA. C'est un peu ce qui s'est passé avec les moteurs de recherche, finalement. On n'a pas banni les moteurs de recherche d'Europe, mais au fur et à mesure, on a imposé, y compris par la jurisprudence, etc., un droit à l'oubli. Ou quand vous tapez votre nom, etc., vous pouvez avoir un droit au déréférencement, mais ça ne veut pas dire que l'information n'existe plus non plus sur Internet. Peut-être qu'il y a des similitudes ou des choses à rechercher par analogie. Mais je vais passer la parole à Bertrand Payès, notamment peut-être sur l'histoire de tatouage, de sources. Vous saurez répondre beaucoup mieux. Oui, alors de manière pas très assertive, malheureusement. Alors, peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on a le RGPD, c'est des principes très robustes, très généraux, qui fonctionnent bien sur tous les systèmes informatiques, qui ont vocation à fonctionner sur les systèmes d'IA, même si il y a quand même quelques questions compliquées. Par contre, quand votre question c'est le RGPD peut-il imposer, ça va prendre un certain temps, puisque évidemment, aujourd'hui on a des entreprises qui l'interprètent d'une façon qui leur semble correcte, peut-être l'autorité l'interprète différemment, et puis si je reprends l'exemple du moteur de recherche, le droit à l'oubli, ça arrive après la CJUE, 50 procédures, sur un cas particulier qui dit, OK, Google, votre équilibre, c'est l'équilibre entre la liberté d'expression et la protection de la vie privée. C'est un nouvel objet qui s'appelle le droit à l'oubli, auquel vous devez faire droit. Donc, même si les pistes qu'on trace aujourd'hui d'interprétation du RGPD appliqué à l'IA, elles mériteront, enfin je parle de contrôle, mais elles mériteront d'être, elles n'apporteront pas une réponse définitive en disant le RGPD impose, ça restera quand Mais il y a même. déjà quelque chose, je trouve. C'est intéressant de se dire qu'il y a déjà quelque chose. Et parce qu'on a toujours cette problématique de nouvelles technologies et tout d'un coup on a l'impression que tout le corpus des règles disparaît, ils s'affranchissent de tout, y compris la propriété intellectuelle. Hein. Ce serait le sujet de votre collègue. Et donc je trouve intéressant de se dire qu'on peut se raccrocher à des principes de droit, même si vous allez mettre peut-être 10 ans à les faire appliquer, au moins il y a un début plus rapide que par rapport aux moteurs de recherche. On a mis 10 ans à commencer à se demander s'il fallait faire appliquer quelque chose, on est en avance. Et tout à fait, enfin, si je peux aller dans ce sens-là, par rapport au moteur de recherche, Google a combattu l'application à l'époque, la directive 95, pendant jusqu'à la CJUE, et a attendu d'avoir la CJUE pour dire OK, j'applique la loi européenne. Là, la procédure italienne, alors pas nous, qui s'est fait l'année dernière, l'année dernière, dans les 15 jours, ChatGPT a réagi, a proposé quelque chose, etc. Donc on nous montre quand même une évolution de la relation des grandes entreprises avec la réglementation européenne, et qui est peut-être due aussi au niveau de l'amende qui est plus important, il y a différents éléments. Ça aide probablement. Voilà. En tout cas, sur les autres points, la possibilité de tracer les sources, marquer l'origine d'un contenu, et la possibilité de retirer les données, c'est vrai que, enfin, je vous renvoie vers les articles que la présidente a envoyés. La vraie difficulté, c'est qu'on est en plein dans un champ scientifique, en pleine ébullition, donc on n'a pas de réponse définitive sur ces questions-là. Typiquement sur le marquage, effectivement encore moins sur le texte qu'on a sur les images ou sur les sons. C'est encore plus difficile, évidemment, puisqu'il y a moins d'informations qui est transportée, enfin, qui est produite par le système d'IA, donc c'est plus difficile d'ajouter une information de tatouage. C'est logique. Et sur le désapprentissage, on a fait aussi un article sur le désapprentissage machine, donc les technologies qui permettent de dire à un système d'IA de désapprendre quelque chose, donc de retirer, notamment si une personne disait je veux que vous disparaître. Il y a plusieurs techniques qui permettent de désapprendre, mais tout ça est vraiment, c'est vraiment à la frontière de la science aujourd'hui. Donc on ne peut pas aujourd'hui faire nôtre telle ou telle technique en disant il faut faire ça dans tous les coups, pour tous les systèmes d'IA, ou même pour un système d'IA, on n'est pas encore au stade où on peut prescrire à un fournisseur de dire vous devez utiliser telle technique de désapprentissage. Donc la question qui va rester, effectivement, comme la présidente l'a dit, c'est il y a des sujets difficiles de droit d'accès, de droit de rectification, notamment sur le modèle entraîné, qui est une question un peu fondamentale sur laquelle la Commission va se pencher prochainement, qui est est-ce qu'un modèle entraîné est un traitement de données personnelles? S'il a été entraîné à partir de données personnelles, s'il n'a pas été entraîné à partir de données personnelles, sans doute qu'il ne l'est pas. S'il est entraîné à partir de données personnelles, est-ce qu'il y a des cas où en fait, c'est une représentation anonyme du langage? Si on prend un modèle de langage, c'est une représentation du langage qui a été entraîné avec des noms et des prénoms, mais c'est pas. Est-ce qu'il y a vraiment un traitement de données personnelles?
Et donc, du coup, est-ce que les gens ont des droits là-dessus? Donc, ça, on va essayer de répondre à cette question dont je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Et l'autre aspect, c'est s'ils ont des droits, quelles sont les mesures que les entreprises doivent mettre en œuvre? Est-ce qu'elles doivent réentraîner? Donc, je pense qu'il y a une partie de la question. Enfin, là, personnellement, je vous dis, quand même, les modèles qu'on a aujourd'hui, il y en aura des futurs, et peut-être que si on était plus clair sur les règles de droit, quelles données on peut utiliser, peut-être que les modèles seront plus propres, entre guillemets. Je ne sais pas si vous avez vu Benoît Sago là, sur les petits langages, qui est vraiment l'expert en France. Voilà, il parle de données blanches, données grises, données noires. Donc là, on a une grosse quantité de données grises en fait dans ces modèles, et que peut-être que voilà, avec le temps, une fois que le copyright est fait, les données perso, tout ça, la partie de données grises va se réduire. Donc on aura des modèles plus performants et plus propres. Donc ça, c'est ce qu'on peut espérer. Et sinon, les autres mesures, effectivement, qu'on regarde, c'est la protection des sorties ou la protection des entrées, d'ailleurs, avec des modèles. C'est-à-dire de dire, est-ce que vous avez un peu. Voilà, un petit personnel, l'autre jour, j'ai fait une expérience sur un de mes collègues pour essayer de faire dire à ChatGPT qu'il était, je sais plus ce qu'il était, un truc qu'il faut. Il m'a dit, ah non, je n'ai pas le droit de parler des gens, je n'ai pas le droit de parler des gens. Et donc, j'ai fait au bout avec quelques prompts, j'ai quand même réussi à lui faire écrire un truc avec le nom du collègue, un truc faux. Voilà, même donc on voit qu'il rajoute des protections aujourd'hui pour faire ça, et que ces protections elles-mêmes sont attaquables. Donc, c'est une bonne piste, la voie des sorties. Mais c'est une Il y Il y a a aussi aussi la la des entrées, parce qu'on peut le nourrir avec ce qu'on veut en réalité ça, aujourd'hui. Et donc, on peut faire entrer n'importe quoi sur n'importe qui, en vérité, si on le souhaite. Il l'intègre. Et donc, moi, je me posais la question en termes de modération sur ce qu'il accepte d'intégrer sur des données personnelles, parce qu'on peut très bien parler de quelqu'un à qui vous voulez nuire, par exemple, ou dont vous voulez dire du bien. Et donc, c'est moi. Non, mais je trouve intéressant de voir, on contraint les réseaux sociaux et on voit avec quelles difficultés, et d'ailleurs on voit bien qu'il y en a qui s'en exonèrent comme Musk le plus possible, mais comment on peut contraindre aussi le fait de nourrir, parce que là il y a le truc particulier, Google on nourrit moins que ChatGPT, où on le nourrit de documents entiers pour qu'il... Alors là aussi, je vais laisser la parole à Bertrand et je vais dire 3 mots, ça lui laissera le temps de réfléchir. Mais c'est vrai que là, on peut se raccrocher quand même aussi à un principe pour le coup du droit de la protection des données, qui sont la pertinence des données. Logiquement, on collecte et on exploite des données qui sont pertinentes. Mais j'ai dit ça, Bertrand. Oui, c'est vrai que nous, d'un point de vue protection des données, sur ces modèles, alors tout le monde a en tête ChatGPT, mais on essaie d'avoir une vision un peu générale de l'IA, mais on a bien trois traitements de données personnelles. Alors, si je suis du milieu, c'est plus compliqué. On a la constitution de la base d'apprentissage qui va servir à entraîner le modèle. Donc là, souvent, si je fais du scrapping, il y a des questions quand même de ces données-là, d'où elles viennent, etc. Et est-ce qu'il y a des données perso, est-ce que les gens ont le droit dessus? Mais ça, c'est pas très différent de la constitution de l'index de Google Search, qui fait aussi du scrapping et qui va aussi récupérer des données personnelles, dont des données de santé, mais voilà, une équipe qui s'est forgée autour de lui. On a l'entraînement du modèle, donc, qui lui-même est une version, en fait, qui est une version compressée des données. C'est une version compressée des données d'apprentissage pour un objectif précis. Donc là, on pense par modéliser le langage. Et après, on a l'utilisation. Et c'est vrai qu'en termes de responsabilité, il y a la personne qui constitue la base de données, il y a la personne qui va faire le modèle, donc OpenAI, ChatGPT, puis il y a la personne qui va l'utiliser. Et alors là, je m'avance sur les éléments de doctrine que la CNIL va sortir, mais c'est vrai que la personne qui conçoit le modèle, elle peut contrôler les sorties, elle peut éventuellement mettre des contrôles sur les entrées, mais par contre, il y a peut-être plus de perspectives sur les gens qui vont l'utiliser. On voit bien que dans une entreprise, on va dire à une entreprise, vous allez devoir utiliser un LLM. Par contre, j'interdis aux employés de faire des requêtes sur des personnes. Et donc, je contrôle, dans notre cas, protection des données, en disant, ça doit servir à faire des projets de courrier, mais vous ne devez pas mettre les vrais noms, et donc d'avoir des politiques d'entreprise, voire des logiciels qui vont filtrer ce qu'on met dans le modèle pour s'assurer qu'on ne met pas de secrets d'entreprise, de données personnelles, etc. Et Mais on donc, pourrait exiger de la plateforme qu'elle modère tout de même. Ce qui rentre. En tout cas, c'est une vraie question, parce qu'après, ça nourrit son propre modèle. Et si on fait confiance aux milliards d'individus pour s'y mettre sur... Dans une logique B2C, oui, mais c'est vrai que beaucoup de ces produits vont être vendus en B2B, vendus à une entreprise qui elle-même va le proposer à ses utilisateurs ou à ses employés, et donc peut quand même, qui est lui, de notre point de vue, est quand même responsable de qu'est-ce qu'il propose, quelles sont les règles qu'il met. Il y a quand même du B2C qui existe et qui est aussi important. Donc là, moi, j'ai pris des abonnements, et donc vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le truc. Et par ailleurs, je vous trouve très optimiste quand même sur la capacité à identifier les contenus sur lesquels s'entraînent les IA.
parce qu'apparemment, pour en avoir discuté avec des gens qui sont un peu dans ce secteur, c'est pour le moment quasiment mission impossible de savoir sur quelles données les IA se sont entraînées. Et quand on entend certains acteurs de ce marché, comme Meta par exemple, promouvoir un modèle d'open source, cet open source ne va évidemment pas jusqu'à faire la liste des données sur lesquelles leurs IA se sont entraînées. Donc ça, c'est déjà compliqué. Et puis par ailleurs, pour en revenir plus aux médias, vous parliez des techniques de détection. Donc, pour le moment, on arrive sans avoir accès au code source à identifier des images et des vidéos produites par l'IA, à peu près, même sans watermarking et autres. En revanche, pour les textes, c'est pratiquement impossible. Donc ça, pour la presse, ça pose quand même un gros problème. Alors ça, c'est à la fois un problème d'identification des contenus entrants, des contenus d'entraînement, des contenus entrants pour produire une production donnée à la demande. Et donc, ça pose des problèmes quand même très difficiles, le texte. Et du coup, enfin, les données personnelles là-dedans, elles sont embarquées dans un maelstrom de données sur lesquelles les IA se sont d'ores et déjà entraînées. Alors, est-ce que c'est très grave? Peut-être pas, après tout, j'en sais rien. Mais en tout cas, dire qu'on va pouvoir identifier sur quelles données les IA se sont entraînées, pour le moment, personne ne sait le faire. Donc développons sur les deux aspects, parce que vous êtes un peu optimiste. Mais cela dit, en tout cas, moi j'ai cru comprendre, mais je ne répondrai pas sur le plan technique, que ce qui différencie justement différents groupes qui cherchent à émerger, notamment sur le plan français et européen en matière d'IA, c'est vraiment leur capacité à sélectionner les données en amont. Et c'est bien la raison pour laquelle elles ne sont pas trop communiquées, d'ailleurs, sur ces données. Bertrand. Oui, alors, c'est tout à fait l'enjeu de transparence. Enfin, je pense que si vous regardez effectivement entre Llama et Llama 2, donc les deux principaux modèles, Llama et Meta avait assez bien détaillé en fait ce sur quoi ils avaient entraîné Llama, et ils ne l'ont pas fait sur Llama 2 pour différentes raisons, mais aussi sans doute pour pas donner, enfin pour pas prêter pour un polémique. Enfin, je pense que c'est là où... Et donc, il y a d'autres modèles qui sont assez transparents, hein. Enfin, si vous prenez, il y a un article de Liesenfeld de ça, qui fait vraiment la comparaison des LLM, la transparence des LLM, justement, avec un beau tableau sur le site de Liesenfeld, enfin, sur le site de l'article, un beau tableau. Et donc, le plus haut, c'est Bloom, celui le plus transparent, c'est Bloom, le modèle français entraîné en France, sur une stratégie d'entraînement qui s'avère sous-performante par rapport à celle de Mistral, par exemple, mais qui était très transparent, avec une volonté d'être très clair sur tout le faire. Donc, c'est possible. C'est sûr que ce n'était pas, en l'occurrence, une démarche commerciale. Nous, ce qu'on a vu, par exemple, dans la loi JO, ce qu'on voit dans le règlement IA, et puis ce qui va sans doute, c'est sans doute ça va arriver par la réglementation, peut-être par le RGPD, mais c'est vrai que c'est pas forcément... Il n'y a pas de règle dans le RGPD qui dit vous devez être transparent sur les données qui vont servir à l'entraînement. Vous devez normalement informer les personnes que leurs données ont été traitées. Mais à nouveau, ce n'est pas le cas de Google sur Google Search. Je ne sais pas si vous avez une information très générale sur le fait que, voilà. Il y aura sans doute des solutions d'ailleurs qui utilisent les petits fichiers de gestion de robots là, sur les sites web pour la partie scrapping. Vraiment la partie scrapping qui n'est pas la partie récupération de base de données, mais le scrapping, donc le logiciel qui permettait de dire à Google ne viens pas scraper chez moi. Maintenant, on voit bien qu'il se développe pour les robots de l'IA générative. C'est quelque chose qui va aussi orienter les nouvelles constitutions de bases de données. Et après, il y a, je pense, dans le règlement IA, en fait, pour les usages à haut risque, il va y avoir quand même des exigences assez fortes de documentation. Pas forcément de lister précisément les données d'entraînement, mais quand même de devoir documenter sur quoi l'IA est entraînée. Ça a été reproduit dans la loi JO. Donc là, c'était sur des caméras, sur la vidéo, hein, où les entreprises devaient justifier de la représentativité de leurs données d'entraînement, par exemple, de justifier de la représentativité de leurs données d'entraînement. Et il y a la question, alors que je connais moins bien cette partie du texte, puisqu'on est juste d'accord, qui est en plus pas encore adopté, enfin même pas par le Conseil, sur les modèles de formation qui concernera les IA à usage général, où à ma connaissance, il y a aussi des exigences de transparence. Donc j'avoue que c'est aussi cette
peut-être à tort cet impact de la réglementation qui me conduit à penser que notamment pour les usages à haut risque et pour les usages très structurants, donc les systèmes d'IA à risque systémique, comme ils appellent dans le texte règlement IA, il y aura quand même des exigences de transparence avec un régulateur européen ou français qui va demander ce que les entreprises racontent. Et sur la question du marquage des textes, qui est plus compliqué que le marquage des images. Sur le marquage des textes, mais je crois que je suis d'accord, je peux revérifier avec les experts, mais je crois qu'on a la même lecture que c'est quelque chose qui est très difficile à détecter et donc qui passera sans doute plutôt par ce que je disais, c'est-à-dire le blocage des robots d'entraînement et essayer d'avoir des accords commerciaux plutôt que de la récupération. On a une question à distance de Sébastien. Enfin, une ou des. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien. Bonjour Madame la Présidente, chère Marie-Laure, bonjour Bertrand Payès et aux équipes des États généraux de l'information. Moi j'ai une question sur la création de contenu individualisé. C'est-à-dire que ce qu'on peut imaginer à long terme, c'est que à partir des données personnelles dont dispose votre fournisseur de contenu qui crée automatiquement je sais pas, des émissions de radio ou de vidéo par IA, on peut imaginer que vous ayez donc un contenu sur mesure qui soit créé. Et je me demandais quel est le devoir de loyauté, entre guillemets, que doit un fournisseur qui crée un contenu sur mesure à son utilisateur du fait qu'il a utilisé ses données personnelles pour le faire. Cher Sébastien, c'est une question très pertinente. En général, c'est ce qu'on dit quand on n'est pas sûr d'avoir tous les éléments de la réponse. Alors, peut-être. Alors, ça dépend d'où viennent les données. A priori, il y a quand même une obligation d'information. Enfin, je vais parler sous contrôle collectif, mais je pense que c'est une obligation d'information. Si je prends voilà, une obligation d'information qui a le traitement qui est mis en place. Il n'y a pas aujourd'hui, à ma connaissance, dans le RGPD, une obligation de proposer une alternative non personnalisée, par exemple. Enfin, ça peut faire partie du produit lui-même de dire il est personnalisé. Par contre, il faut prévenir comment il est personnalisé, à partir de quelles données, et du coup permettre à la personne éventuellement d'exercer des droits qui peuvent notamment s'il y a des finalités d'usage qui sont pas qui sont des usages dérivés de ce qu'a demandé l'utilisateur, il y a potentiellement un genre d'opposition. Si je prends notamment l'exemple de la publicité ciblée, hein, qui est un contenu personnalisé, si je puis dire. Voilà, là, on a beaucoup, comme c'est pas directement le service demandé par l'utilisateur, la publicité, l'utilisateur veut lire Le Monde, on présente une publicité qui n'est pas ce qu'il a demandé, enfin, il a demandé Le Monde. Du coup, là, par contre, là, on est dans une logique d'un consentement explicite. La personne doit donner un consentement explicite pour réutiliser ses données de navigation, quelles qu'elles soient, pour personnaliser la publicité. Si c'est le service lui-même qui est personnalisé, bah c'est un peu plus là, on va être soit dans le cadre d'un contrat, enfin je parle sous contrôle Irène, soit dans le cadre d'un contrat, soit dans le cadre, ça peut être d'un consentement de la personne explicite, qui est d'accord pour personnaliser, ou de l'intérêt légitime. Il peut effectivement y avoir des cas où la base légale sur laquelle va se fonder les traitements peut être différente du consentement. Mais effectivement, si c'est le consentement, pour que celui-ci soit libre, il faut impérativement qu'il y ait une alternative entre différents modèles. Mais comme le dit Bertrand, dans certains cas, ça va faire partie du service, donc ce ne sera pas la bonne base légale, le consentement. Alors que dans d'autres cas, comme la publicité notamment, ça ne fait pas partie du service, c'est un moyen de financer le service qu'il y a derrière, et dans ce cas, il faut que ça repose sur le consentement des personnes. Si je finis sur si on parle de la personnalisation, enfin, vraiment à nouveau, sans avoir regardé le cas en particulier, etc., mais la personnalisation, par exemple, des recommandations Netflix, ça fait partie du service de Netflix. Normalement, vous savez, vous avez un droit quelque part dans les conditions qui vous explique qu'est-ce qu'il doit faire. La loyauté se fait de cette façon-là. Dans la base contractuelle, quoi, dans la relation contractuelle. Et après, il y a d'autres dispositions, mais là, hors RGPD, mais qui sont sur notamment quand il y a du tri pour des raisons de pub. C'est ça qui était plutôt les règlements P2B. Enfin, Sébastien, je ne sais pas si ça vous rappelle, mais P2B, si dans la liste d'hôtels, il y en a qui sont en haut parce qu'ils vont payer pour être en haut, bah, vous devez aussi informer la personne qu'ils ne sont pas en haut parce qu'ils sont plus personnalisés pour vous, parce que la personne a payé. Merci.
Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, et il y a à peu près 20 ans, chargé de mission au secrétariat d'État à la famille, présentant de façon très intimidée son rapport à Madame la directrice de cabinet. Ça ne date pas d'hier. Et il se trouve effectivement que je reviendrai effectivement sur des questions liées à l'intelligence artificielle. Alors je précise que je fais partie du groupe 4, donc sur la souveraineté numérique et ingérence. Concernant la mise en œuvre de l'AIA, son calendrier prévu, et surtout concernant effectivement le fait que l'on voit que beaucoup d'acteurs, dont effectivement l'État, mais pas que, sont capables, à partir de traitements par des intelligences artificielles, de regrouper, croiser et générer des données sur des individus, y compris dans des domaines sensibles, je pense en particulier à la santé. Est-ce que le périmètre actuel des données sensibles, donc les 5 ou 6 catégories des données sensibles, est encore adapté face aux évolutions telles que nous les observons aujourd'hui dans l'IA? Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement y revenir, élargir, modifier? Ce sera ma première question. La deuxième est une question d'actualité immédiate pour la CNIL, à savoir une décision qui a été publiée ce matin, à savoir l'autorisation donnée effectivement au projet ELC2. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit de la plateforme des données de santé, donc vous voyez, on continue sur les données sensibles, ou un projet européen à vocation quasiment structurante sur l'espace européen des données de santé, dont on sait le caractère stratégique, y compris en termes d'ingérence, de sécurité, pour les années à venir. Et là, je vais exprimer une position personnelle, puisque c'est dans le cadre de la plateforme des données de santé, anciennement nommée Health Data Hub, que ce projet est mis, et qu'effectivement, il est toujours question d'un hébergement par Microsoft Azure, et connaissant l'actualité immédiate, là aussi, de prolongation, je ne sais pas si vous dites prolongation de la loi FISA, et en particulier de son article 702, dont certains ont même dit qu'il a été durci par rapport aux versions précédentes. La question est simple. Était-il opportun de permettre effectivement de continuer sur une plateforme dont certains parlementaires ont exigé qu'elle puisse effectivement migrer, chose qui avait été annoncée sans que ça ait été mis en œuvre? Et effectivement, aujourd'hui, on a cette préfiguration de l'espace européen des données de santé, EHDS, qui est effectivement mise en œuvre, toujours sous effectivement climat effectivement sensible et vulnérable aux requêtes des services de renseignement américains. Non, mais c'est une très bonne question. Et puis, je vois que vous suivez l'actualité de près. Alors, sur la première question, faudrait-il élargir le périmètre des données dites sensibles pour lesquelles il y a des obligations particulières? Je répondrai par une boutade qui n'en est pas une. C'est que déjà, si on appliquait ce qu'on veut appliquer, ça serait déjà très bien. Notamment en ce qui concerne les données de santé, effectivement, qui sont des données de très grande valeur économique, une très grande valeur en termes d'intimité, et pour lesquelles la CNIL, je me permets de le dire, en tout cas est particulièrement attentive, à tel point que, précisément, en ce qui concerne la plateforme nationale des données de santé, qui est un projet qui est très bien en lui-même, c'est-à-dire qui a vocation à utiliser de l'intelligence artificielle pour faire de la recherche médicale, ce qui est une très bonne chose, pour une médecine plus personnalisée, etc., a prévu de copier l'ensemble des données de santé des Français sur un hébergeur qui se trouve être un acteur américain, précisément soumis à des lois comme celles que vous venez d'indiquer, qui permettent aux services américains de demander à l'hébergeur en question d'accéder à telles données, même si les données sont localisées en France ou en Europe. Et je constate en tout cas que jusqu'à présent, et j'y vois quand même un effet de l'action de la CNIL et de son collège, cette copie, elle n'a pas eu lieu. Et parce que la CNIL, justement, dans un dialogue exigeant avec le gouvernement, dont relève quand même la plateforme des données de santé, a expliqué qu'il fallait trouver une solution alternative. Et il y a naturellement un certain nombre de parlementaires qui sont d'accord avec, d'ailleurs, les 4 parlementaires au collège de la CNIL sont d'accord avec cette orientation. En revanche, comme la CNIL n'a pas souhaité non plus, et ce n'est pas son rôle, évidemment, bloquer la recherche qui peut être faite à partir d'un certain nombre de données, la CNIL a autorisé
je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais ça doit être à peu près depuis que la plateforme nationale des données de santé existe, 35 projets de recherche. C'est plus ciblé, c'est pas l'ensemble des données de santé des Français. Voilà. Le projet que vous évoquez, là, qui est facile à retenir, le MC2, c'est un entrepôt de données de santé, en fait, proposé, donc quelque chose de plus pérenne qu'un projet de recherche en fait. Donc votre question est d'autant plus importante parce qu'il y a des risques d'être plus importants. Dans le cadre d'un appel d'offres européen gagné par la plateforme des données de santé, qui est à la fois un GIP et une plateforme, donc il faut distinguer les deux. Et qui, c'est pas non plus un énorme entrepôt. Hein, c'est une préfiguration de la suite. C'est une préfiguration de la suite, effectivement. Donc la CNIL a attaché d'autant plus d'importance au sujet, compte tenu du fait que l'hébergement est celui que vous évoquez, c'est-à-dire sur une plateforme non souveraine, que le dossier a été vu à 2 reprises par le collège, parce qu'à la fin de la première fois, ou du premier examen, on a demandé une expertise non pas indépendante, parce que c'est des services de l'État, mais à des experts, qui étaient l'Agence du numérique en santé, la direction du numérique, etc. On leur a demandé, on a demandé au gouvernement de les missionner pour faire un parangonnage, comme on dit en beau français, ou un benchmark, qu'ils aillent voir les acteurs français. Souvent, il y en a à La Poste, il y en a ailleurs. Pour voir dans quelle mesure, effectivement, ces acteurs ne pourraient pas remplir les conditions qui sont exigées en termes de sécurité et autres par la plateforme nationale des données de santé. Et au bout d'une expertise qui a été menée sérieusement, donc je crois que ces acteurs français le savent, et ont été contactés justement. Donc ça a fait avancer déjà un peu ces sujets. Le collège s'est réuni une 2e fois. Vous parliez d'opportunité. Est-ce opportun? La CNIL, elle agit dans le cadre du droit. Elle n'a pas vu de raison juridique de s'opposer, je me permets juste de terminer, de s'opposer à la délivrance de cette autorisation. En général, la CNIL délivre des autorisations pour 10 ans. Et là, elle l'a exactement délivré pour 3 ans, pour qu'il y ait une clause de revoyure très claire, notamment sur la question de l'hébergement des données de santé. Je ne sais pas si sur ces 2 sujets, vous souhaitez compléter, non? Mais en tout cas, c'est un sujet, le moins qu'on peut dire, sur lequel on a beaucoup réfléchi, beaucoup posé. J'espère que la migration finira par avoir lieu. Même si les parlementaires qui ont demandé les documents de migration se sont vus rétorqués par le ministère de la Santé qu'ils n'y auraient pas droit, ce qui est un petit peu surprenant. Alors ça dépasse ma compétence. Non, mais c'est vrai que la réversibilité peut être compliquée et qu'on peut discuter des études qui ont pu être faites et qu'il y a une volonté très forte, clairement, sur ce sujet d'avoir l'acteur azur. Ah oui, non. Pas du côté de la CNIL. Ça nous éloigne un peu. Oui, j'allais y revenir. Juste une remarque sur ce qui a été dit tout à l'heure par Bertrand Payès sur le désapprentissage concernant les IA. J'ai été hier en contact, le hasard a voulu que je sois en contact avec les équipes donc, de l'AMA et l'AMA 2. En fait, j'aurais mieux fait de vous voir avant-hier, parce que j'aurais pas assez chaud. Dommage. Alors, une fois tous les 20 ans, c'est pas trop. C'est vrai. Ils ont reseté en mauvais français, donc ils ont repris la totalité de la base à intégrer à 13 reprises. Donc, preuve bien que l'idée d'enlever des segments et effectivement de désindexer, enfin, je ne sais pas comment on doit le dire, de désapprendre, est une chose compliquée. Et donc, ils ont pris ce risque alors que les autres ne l'ont jamais fait. C'est-à-dire qu'ils ont continué, bon an, mal an, en gardant effectivement des choses. Bertrand, je crois que la question s'adresse à Non, parce que, effectivement, la façon simple de désapprendre, c'est de réentraîner avec la base de données. Mais c'est cool. Moi, j'ai une question très générale. Au long de notre histoire démocratique, la régulation de notre espace public, elle s'est faite, enfin, la législation sur l'expression, sur l'information, elle s'est faite à partir des producteurs ou des émetteurs, de ceux qui produisent des contenus, qui les émettent, qui s'expriment. La régulation des médias, la législation sur les exceptions à la liberté d'expression, même l'éthique. Là, la personnalisation
le fait qu'avec l'intelligence artificielle, on sort de logique, par exemple sur des questions comme sur le pluralisme, dès lors qu'on va vers la réponse unique, on change totalement de paradigme. On voit bien comment le principe du pluralisme qui avait été établi, où il y a une doctrine de pluralisme interne, externe, transposée dans la loi qui sont fortes, pouvait, le cas échéant, être étendu aux algorithmes en matière d'indexation, même s'il y avait un travail à faire pour essayer d'intégrer, mais s'agissant de l'intelligence artificielle, ça ne marche plus du tout. Nous, précisément, on travaille sur un sujet, le droit à l'information, où on considère qu'il y a une évolution, où précisément ce droit à l'information, c'est un droit d'individu aussi, et qui ont quelque chose à revendiquer vis-à-vis de ceux qui produisent, émettent, distribuent, etc. Vous qui avez la compétence sur les données personnelles, sur la personnalisation, sur tous ces sujets. Est-ce que vous avez développé, est-ce que vous voyez que d'autres ont développé un corpus doctrinal, des propositions sur précisément la construction, une construction juridique sur les questions informationnelles, mais partant des droits des individus, des obligations à leur égard, etc. Je vois que Bertrand Payès me regarde avec une. C'est une classe de demande. Je ne sais pas si ma question n'est pas claire, je peux essayer de la reformuler. Mais... Alors, moi, enfin, l'exemple, alors qu'on n'a pas trop détaillé, je sais pas, c'était je reviens sur le droit à l'oubli. Là, on a donné un droit des individus à limiter l'information de tout le monde si cette information n'est pas d'intérêt public. Donc, si c'est j'ai été condamné il y a 30 ans pour un vol, et c'est toujours sur le web, j'ai le droit d'exiger que ce ne soit pas facilement accessible sur le web. Enfin, pour moi, c'est le principal cas que je vois où la CGE a dû se prononcer finalement sur cette articulation entre le droit à l'information en disant évidemment les droits de Bertrand Payès sont moins importants que ceux d'Irène Baudu, mais plus importants que ceux de Marie-Laure Denis, si je vais au point. Parce que ma question est plus large que celle des données personnelles. C'était même sur mes droits ou les obligations de différents acteurs à mon endroit, y compris s'agissant d'informations publiques, mais qui seraient produites en fonction de moi ou distribuées en fonction de moi. Est-ce que cette partie-là de la nouvelle logique informationnelle, est-ce qu'il y a des propositions sur le sujet? Est-ce qu'il y a le développement de doctrines? À moins que vous pensiez que la question n'a pas de sens. Votre question me fait penser à deux aspects. Il y a là, au-delà je mobilise des éléments personnels. Moi, j'avais retenu de l'étude du Conseil d'État de 2015 sur le numérique et les droits fondamentaux que le web, c'est comme la presse, on est plutôt sur du libéralisme. Je parle du web, je parle pas des sociales, mais le web, c'est comme la presse, on est sur libéralisme, il n'y a pas de barrière à l'entrée en fait pour participer à l'information, et donc il n'y a pas besoin de régulation très organisée, on va dire. Le contre-exemple étant la télévision, où vous avez que 6 fréquences, vous avez dit historiquement que 6 fréquences, et donc vous devez organiser, vous avez un accès limité à la technologie, donc vous devez organiser le pluralisme. Pour garantir le pluralisme. Pour garantir le pluralisme, etc. Dans cette étude, en tout cas de mémoire, elle disait Internet, ça ressemble plutôt au droit de la presse, donc quelque chose avec liberté et puis une responsabilité limitée des intermédiaires, mais quand même quelqu'un responsable, donc le droit de la presse, le responsable de la publication, qui doit quand même, qui peut rendre compte de ce que son média a publié. Dans le cas de l'Internet, c'est peut-être un peu plus flou, mais il y avait quand même des obligations e-commerce. Vous devez quand même dire qui fait le site web, une identité d'une personne qui est responsable de ce site web qui raconte des choses. Donc ça, c'est le premier point. Après, sur votre le paradigme... Ça dit assez peu de choses sur la question de la fiabilité de l'information. Ça dit assez peu de choses sur la question de la fiabilité de l'information, mais qui est
Je m'éloigne de mais qui me semble un sujet D'ailleurs, une nouvelle à la technologie, mais pas spécialement nouveau, parce qu'au XIXe siècle, il y avait des problèmes de fiabilité de l'information, et c'était, voilà, mais c'est sûr, renouvelé par la technologie. Après, l'autre point qui est plutôt un point d'attention, on a dit qu'il faudrait y réfléchir, je pense, c'est le livre blanc sur les assistants vocaux qu'on a publié il y a 3 ans, où on a dit effectivement le fait de ne faire qu'une réponse à une question. Donc l'assistant vocal, on lui pose une question et il ne choisit qu'une réponse. Ça a quand même un effet assez structurant. Enfin, c'est quand même pas tout à fait pareil qu'un moteur de recherche qui propose 10 résultats ou qu'un kiosque de presse où vous avez 50 revues face à vous, etc. Donc on a un peu discuté dans ce livre blanc, qui était un livre un peu exploratoire, on a un peu discuté de cette question de, finalement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de droits pour les personnes, le fait de n'avoir qu'une réponse. Voilà, si je prends un autre exemple que moi je trouve intéressant dans Bard, Google Bard, le fait qu'il propose 2 réponses à une question, de mémoire, enfin, je ne vais pas très souvent, je devrais, récemment, mais en tout cas, à son lancement, il proposait 2 ou 3 réponses à une question. C'était aussi une mise en scène de sa propre faillibilité, si je puis dire, puisque du coup, ça montrait bien à l'utilisateur qu'à la même question, le système ne proposait pas, il n'y avait pas qu'une réponse, enfin, il mettait tout à fait il organisait la mise en visibilité de ce caractère statistique en disant il y a une réponse, je peux faire 1, 2 ou 3, tout ça, piocher là-dedans. Et c'était aussi une manière de présenter l'information qui fait que la personne, elle sait qu'elle n'est pas face à Wikipédia, entre guillemets, ou même. Donc là, il y a des aspects de design sur lesquels nous, on a pu travailler un peu sur les questions d'assistants vocaux, un peu dans d'autres cas, de dire comment on présente l'information. C'est des travaux sur lesquels mon service IA, là, on va essayer de continuer à travailler sur le contrôle humain sur les IA en général, potentiellement sur l'information. Ça veut dire quoi le contrôle humain sur une IA? Parce que si c'est juste une IA qui me dit c'est bon, et que je peux juste dire ok, c'est bon, j'ai pas de contrôle humain. Donc si c'est un humain qui dit ok, donc comment on met ça? Est-ce qu'on met des scores, des pourcentages, des couleurs? Est-ce qu'on met plusieurs propositions? Enfin, cette question est intéressante, même si on n'a pas de réponse. Moi, j'ai une question sur le problème de la diffusion des rumeurs ou des fake news, des rumeurs complotistes, etc. Il y a des économistes qui ont mis en œuvre des expérimentations avec l'aide de Facebook sur qu'est-ce qui réduisait finalement l'incitation à disséminer une information dont on pense qu'elle est fausse. Alors, il y a eu plusieurs types d'expérimentations qui ont été menées en comparant leur efficacité avec des groupes témoins qui étaient soumis à l'une à l'autre, etc. Par exemple, soit on soumettait les gens à du fact-checking obligatoire, soit on leur disait il y a possibilité de vérifier cet énoncé, si vous le voulez, il suffit de cliquer là-dessus, soit attention, un énoncé général qui disait attention, il y a beaucoup de rumeurs fausses qui circulent, êtes-vous sûr avant de vouloir diffuser cette nouvelle à votre réseau qu'elle est bien sûre, ou alors de rendre plus compliquée la diffusion en ayant des écrans successifs dans lesquels les gens disaient oui, j'ai vérifié cette nouvelle et je pense qu'elle est vraie. Alors d'accord, est-ce que vous voulez donc la diffuser? Oui, je veux la diffuser. Donc en rendant plus compliqué finalement le fait de diffuser une nouvelle quelle qu'elle soit. Et on a comparé la réceptivité des gens à ces divers protocoles. Je vous dis tout de suite que la réponse, c'est que le fact-checking ne sert pas à grand-chose et que ce qui est plutôt plus efficace, c'est de soumettre les gens à des énoncés généraux sur le thème « Attention, beaucoup de choses fausses circulent, est-ce que vous êtes sûr que… » Est-ce que vous-même, vous avez la possibilité de procéder à des expérimentations de cette nature sur des vraies personnes? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous aimeriez le faire? Est-ce que vous avez des projets en ce sens? Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui tiennent à ce qu'on appelle dans mon jargon l'économie comportementale, c'est-à-dire soumis à différentes situations qui peuvent être de nature très économique ou moins économique, comme celle-là. Il n'y a qu'une seule chose finalement qui renseigne vraiment sur ce que font les gens, c'est qu'est-ce qu'ils font vraiment. Et du coup, je me dis que dans votre domaine à vous, ça pourrait être intéressant de faire ça pour pouvoir
comment les gens réagissent finalement, mais vous l'avez peut-être déjà fait, à des mises en garde sur la diffusion de leurs données. Alors, je vais passer à Paula Bertrand, mais avant, je voudrais dire deux choses. D'abord, d'une façon générale, sur la méthode que vous nous présentez, notamment sur le sujet des avertissements. Je constate, par exemple, que dans le projet de loi sur la sécurité numérique, qui n'a pas encore été publié pour différentes raisons, un petit peu de temps, il y a, par exemple, un projet de filtre anti-arnaque, de blocage de sites qui compte tenu du fait que ce seraient des sites qui promeuvent des arnaques. Et il y a précisément ce double degré et la CNIL a insisté dessus dans son avis, puisqu'initialement, je crois, hein, peut-être que je me trompe, mais l'idée c'était de bloquer le compte. Et la CNIL a dit, dans la balance, quand même, liberté d'expression et intérêt, effectivement, de l'utilisateur du service à ne pas se voir arnaquer, il faudrait peut-être commencer quand même par un avertissement, parce qu'il y a aussi beaucoup de faux négatifs, etc., etc. Et effectivement, un avertissement, je crois, a beaucoup de sens dans ce sens-là. Avant de passer la parole à Bertrand sur ce qu'on fait nous et si on fait des expérimentations, j'ai bien conscience de répondre de façon extrêmement générale et trop générale, mais tout ce qui peut permettre de faire de la pédagogie, en tout cas, je pense que un des vrais enjeux sur les fake news, comme sur d'autres sujets qui concernent le droit à l'information, c'est l'absence de conscience quand même par beaucoup d'individus des risques qui sont véhiculés par les données qu'ils exposent eux-mêmes en fait sur les réseaux. Nous, on a fait une expérimentation intéressante au laboratoire d'innovation du numérique de la CNIL qui était à partir d'une photo, d'une simple photo par exemple, prise sur le web, de chute du Niagara, ou de chute, on ne savait même pas où c'était, enfin, une cascade, une chute d'eau. On a réussi sans aucune autre info que cette photo, et avec un de nos agents qui a passé une demi-heure dans un bus en venant le matin à la CNIL, à réidentifier la personne, qui était une femme aux États-Unis. On savait ce qu'elle faisait, quel était son graphe d'amis, quelle était sa profession, etc. Donc ça, c'est quand même le genre. On va peut-être en faire une vidéo pour la mettre sur notre site. En même temps, on n'a pas trop envie non plus que tout le monde fasse ça et donner toutes les explications. Mais c'est le type d'expérimentation qu'on fait. Ça ne répond pas exactement à votre question, mais je pense que la question de la pédagogie, de la prise de conscience, etc., est importante. Mais Bertrand. Ouais. Nous, on a fait beaucoup de travaux c'est pas de l'économie comportementale, mais en compréhension des comportements des utilisateurs sur les cookies. C'est là où on a le plus travaillé. On a fait une grosse étude, je ne sais plus où on met cette publication, mais une grosse étude où justement on présentait différents les bandeaux là. J'accepte tout, je refuse tout, je cache des trucs dans les coins, voilà, qui nous a apporté plusieurs informations. Voilà, on a même fait on a fait une vraie étude donc, sur un panel d'utilisateurs, hein, de quelques milliers de personnes, et avec l'aide de la DITP notamment, qui travaille beaucoup sur ces questions-là dans le domaine des services publics. Et voilà, donc, y compris avec des bandeaux disant est-ce que vous acceptez d'être tracé pour voir si les gens disaient oui ou non. Il y a plusieurs enseignements. Il y a un enseignement qui est intéressant, qui était le côté habituation. Si vous empêchez les gens de refuser, en fait, et qu'après vous leur présentez un truc vraiment neutre qui accepte de refuser, il y en a un plus grand nombre qui va accepter parce qu'ils ont été habitués à accepter dans des écrans précédents. On l'a pas fait sur le. On le fait. Je pense pas que ce soit nous qui reviennent de le faire sur les questions de l'information et de l'accès à l'information. Ça reste sur votre contrôle, Madame la Présidente, c'est quand même pas un sujet. Par contre, on a une expérimentation en cours, enfin un projet en cours, par exemple, qui est fait par notre laboratoire et puis l'équipe de sensibilisation au droit de la CNIL, avec un faux robot conversationnel pour voir si les personnes révèle plus d'informations à un robot parce que c'est un robot que s'il devait le faire à un humain. Et donc là, on fait typiquement une information où en fait, il n'y a rien, il y a zéro intelligence, mais par contre, c'est juste présenté avec une interface numérique et en disant donnez-moi ça, donnez-moi votre âge, pour voir si les personnes, en fait, là où peut-être avec un humain, ils auraient cherché en disant mais pourquoi vous me demandez ça? En fait, dans le cas d'un robot, c'est le robot numérique qui va dire, etc. Donc c'est ce type d'expérimentation. Nous, on a acquis beaucoup de convictions sur l'importance du design. D'un point de vue répressif,
plus progressif. Hein, c'est voilà. Ce sont des mesures correctrices sur les dark patterns, etc. Et là-dessus, on avait fait, j'en fais appel à un nouveau cahier qui s'appelle aussi le design, la forme des choix. Oui, La forme des choix, qui est vraiment notre ouvrage un peu traitant qu'on a fait il y a quelques années sur l'impact du design sur les droits, qui me semble très important. je vous propose qu'on se donne 10 minutes supplémentaires, peut-être avec une dernière ou avant-dernière question de Sébastien. Oui, merci. Et vous m'offrez une transition absolument magnifique, puisque justement, je voulais revenir sur cette question des choix et de ce travail qu'avait fait la CNIL, puisque une des propositions qui apparaît dans le cadre de nos travaux concerne l'hypothèse d'un paramétrage des dispositifs permettant de donner accès à l'information, donc réseaux sociaux et leurs formes futures intégrant de l'IA générative. Et ce paramétrage pouvant se traduire par le fait qu'il y ait une possibilité pour les utilisateurs de choisir, par exemple, la manière dont vont être modérés des contenus, ou par exemple la manière dont ils vont être classés, hiérarchisés, et puis demain, la manière dont effectivement peuvent être créés les contenus. Et cette paramétrisation pourrait, dans les propositions que nous pouvons lire, prendre la forme d'un dégroupage. Je mets beaucoup de guillemets, mais comme je m'adresse à des grands connaisseurs des télécoms, je pense que c'est un vocabulaire bien compréhensible. C'est-à-dire la possibilité pour des tiers, des prestataires tiers, de pouvoir prester ces modalités alternatives à l'intérieur de l'écosystème. Et je me demandais si, voilà, du point de vue de la CNIL, c'était le genre de choses qui pourrait permettre de redonner de la souveraineté à l'individu. Donc là, je dépasse un petit peu la question des données personnelles. Et si par rapport aux différents travaux que vous rencontrez voilà, dans votre activité, il y avait un début de feedback, enfin comment dire, de retour d'expérience sur ces possibilités de paramétrage. Je pense par exemple à la possibilité de choisir son moteur de recherche sur les différents navigateurs ou autres dispositifs. Voilà, et si cette question du choix était une porte d'entrée, en fait, élargir la palette des choix était une manière à la fois de concilier la possibilité pour des acteurs tiers de rentrer dans ce secteur et de faire en sorte que, comme vous avez mentionné, il était très concentré du point de vue de la publicité et de manière générale. Donc de à la fois faire rentrer des acteurs différents, potentiellement d'ailleurs des acteurs historiques des médias qui pourraient trouver des débouchés là-dedans, et en même temps donner plus de flexibilité, enfin plus d'ouverture aux utilisateurs. Désolé, ma question était longue, mais voilà, comme c'est une matière que vous connaissez très bien, ça m'intéresse d'avoir votre sentiment. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, avant de passer la parole à Bertrand, qui est un grand spécialiste du dégroupage avec beaucoup de guillemets comme moi, je dirais juste que sur les questions de paramétrage, ta question me fait un peu penser en écho, parce que nous, il faut quand même qu'on essaye de le raccrocher à des sujets protection des données, à ce qui peut être fait par rapport aux mineurs, en fait. Et c'est vrai que pour les mineurs, on est très attentif à ce que font les réseaux sociaux, et par exemple TikTok, hein, qui a fait l'objet d'une sanction de la CNIL irlandaise, mais prise en concertation avec ses homologues européens, sur des questions de paramétrage par défaut. On voit que TikTok, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est bien TikTok, a évolué notamment pour que les enfants et les adolescents ne puissent pas avoir accès par défaut à un certain nombre de contenus qui pourraient leur provoquer des nuisances physiques ou psychologiques. Et on travaille beaucoup aussi, nous, sur, par exemple, le contrôle parental aussi. Et là aussi, il y a des questions de paramétrage par défaut ou pas, il y a des questions de choix. Tu parlais d'élargissement de choix, mais c'est peut-être plutôt de donner la possibilité de restreindre aussi peut-être un certain nombre de choix. Bertrand, sur le découpage avec des guillemets. Oui, alors pour être honnête, je pense que c'est vraiment, enfin c'est pas une discussion qu'on a déjà eue à la CNIL, et c'est pas, et on a
pas aujourd'hui, mais peut-être les travaux de la mission d'analyse économique là, qui sont en train de se renforcer nous amèneront à ce type de raisonnement. Mais enfin, je reconnais en tout cas la patte concurrentielle du raisonnement qui n'est pas forcément celle qu'on va mobiliser, nous, à la CNIL en général, pour regarder la conformité au regard des obligations en termes d'information d'exercice des droits des personnes. Donc, du coup, enfin, pour le coup, ça vaudrait peut-être la peine qu'on creuse un peu pour peut-être faire une réponse plus. Qu'on regarde notamment ces questions de littérature. Je pense de l'expérimentation comme aussi été mentionné par Madame Perrault, de regarder dans la littérature si, voilà, je sais qu'on a chez nous, dans cette équipe d'analyse économique, des gens qui commencent à regarder vraiment les questions autour de justement l'articulation des enjeux concurrentiels et de protection de la vie privée, dans des cas où on leur présente plusieurs alternatives, qu'est-ce qu'ils privilégient, quel est le poids de la protection de la vie privée dans leur choix, justement. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on regarde, on peut soumettre le cas. Le seul cas qui m'évoque, mais en écho, et c'est pas directement ce que tu présentes, c'est ce qu'on disait sur les cas où il y a un consentement explicite et où du coup un consentement libre et éclairé, typiquement l'histoire de cookies, et où du coup on veut une alternative et on veut qu'il y ait une alternative et où du coup parfois on a un peu un débat avec des entreprises qui disent ah oui mais moi j'ai pas d'alternative mais j'aimerais bien quand même que ce soit le consentement mais il n'y a pas d'alternative et donc là on leur dit bah si il en faut. Donc c'est sûr que s'il y a une offre plurielle entre guillemets pour dire bah là je réutilise toutes mes données de navigation avec ce prestataire et à côté j'en ai un autre qui s'engage à ne rien utiliser du tout. Bon, bah, c'est sûr que le consentement donné au premier peut se rapprocher d'un consentement libre, puisque justement j'ai la possibilité de faire autre chose. Ce qui est aujourd'hui, objectivement, par exemple, les grandes plateformes du numérique ont navigué en termes de base légale, enfin, je ne suis pas sous le contrôle collectif, mais ont navigué en termes de base légale à l'entrée du RGPD en disant en fait les gens consentent voilà, à l'utilisation de mes services, que ce soit Meta ou Google. Puis on voyait bien que bah, dans le cas de Google, consentir, c'était quand même compliqué de considérer que les gens consentaient de manière libre et éclairée à tous les traitements de données de Google. Et donc, ça a évolué vers d'autres systèmes. Et puis maintenant, plus récemment, avec le système de Meta qui essaie d'y revenir en disant j'ai un consentement et l'alternative, c'est une offre payante sur laquelle les autorités de protection des données sont peut-être amenées à se prononcer prochainement. J'avais encore une Merci. dernière question pour revenir sur un vieux sujet qui sont cookies tiers versus environnement logué en matière de publicité. Malgré tout, on a quand même l'impression que quitter les cookies tiers, c'est vraiment pas bien du point de vue de la protection des données personnelles, mais les environnements logués non plus. Et on a quand même l'impression que quitter le monde des cookies tiers pour aller dans les environnements logués, ça n'a fait que renforcer le pouvoir de marché de Google et de Facebook. Et ça, c'est pas au bénéfice des médias quand même. Non. Vous n'avez pas un petit regret sur... C'est quand même beaucoup moins l'action de la CNIL sur les cookies tiers que la décision des acteurs eux-mêmes. Oui, enfin, il y avait une amicale pression des CNIL, pas seulement la CNIL française d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que sur le papier, les cookies tiers qui tracent absolument tous les sites sur lesquels je peux me rendre et qui recoupent ça avec tout ce qui peut être collecté sur mes données personnelles, c'est vraiment très méchant comme instrument. Maintenant, j'ai comme tout le monde un compte Gmail et Gmail, Google sait absolument tout. Non, pas tout le monde. La plupart des gens, disons, une énorme masse de gens ont un compte Gmail, ou si ce n'est pas un compte Gmail, ont un compte Google. Enfin, non. Alors, beaucoup de gens quand même. Si tu regardes la proportion de la population, c'est absolument énorme. Non, mais ceux qui ont un Android, a priori, ils sont voilà, tous ceux qui ont Android déjà sont pistés par Google. Donc ça, c'est quand même pas terrible, non? Enfin, je sais pas. Les règles, elles sont censées s'appliquer de la même manière aux environnements logués et oui, enfin, sauf que Google, en réponse, a sorti sa Privacy Sandbox à laquelle personne ne comprend rien et qui ne semble pas tellement plus protectrice des données personnelles. Un peu plus, parce que les cohortes sont d'accord, c'est des cohortes. Mais essayez de regarder, par exemple, vous demandez à une intelligence artificielle combien de personnes sont nées le même jour que vous au même endroit que vous.
vous êtes identifiable avec cette question, quasiment. Il suffit Mais on est identifiable avec rien. Avec rien. Vous laissez 3 points de contact géographique, Voilà. vous êtes parfaitement Et identifiable. tout à fait, ça c'est vrai. Partout. Mais du coup, c'est vrai quand même que là, c'est plutôt une question de structure de marché. Et là, c'est plutôt l'aspect concurrence qui me gêne que l'aspect protection des données. Ça a donné quand même à Google un boulevard absolu dont il s'est saisi pour accroître sa part de marché et sa domination du marché de la publicité. Donc ça, c'est quand même effarant, quoi. Et maintenant, plus aucun média n'arrive à se dépêtrer de ça. Si bien que la Commission européenne, dans sa notification de grief qu'elle a dû sortir en juin ou en juillet dernier, préconise, alors qu'on vient de sortir le DMA, préconise de démanteler un certain nombre de tranches de l'adtech de Google, en particulier son système d'enchères, parce que Google a une position quasiment monopolistique entre l'annonceur et l'internaute. Donc c'est quand même un énorme problème qui a été créé là. Oui, mais on ne peut pas demander, après je passerai la parole si elle le souhaite à Irène Bonu, mais on ne peut pas demander aux autorités de protection des données de résoudre des distorsions concurrentielles qui existent de fait. On peut leur demander de faire attention dans leur régulation, au moins à ne pas les accentuer. Oui, mais ça et dans notre régulation, vous l'avez vu sur les cookies, et je comprends très bien ce que vous dites. Sur les cookies, je vous ai donné l'exemple des mesures correctrices qu'on a prises. Elles ont essentiellement, pas uniquement naturellement, mais elles ont essentiellement visé les grands acteurs. Et encore une fois, pour voir des modifications de comportement. Et après, sur les enjeux de protection de vie privée, c'est vrai que si on analyse plutôt les comportements d'une cohorte et pas d'un individu en particulier, c'est plutôt plus protecteur en matière de protection de la vie privée. Mais je passe la parole à... Je ne voulais pas dire grand-chose de plus que ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que la réglementation elle s'applique de la même manière. Après, effectivement, ça a pu avoir pour effet de renforcer les avantages concurrentiels de Google, mais ça ne veut pas dire que c'est issu d'une distorsion de la réglementation. Simplement, il faut que dans un cas comme dans l'autre, la réglementation puisse s'appliquer, donc dans le cas des cookies tiers et aussi bien dans les environnements logués. Et nous, on s'efforce de la mettre en œuvre de manière équitable. Mais voilà. Mais en même temps, c'est précisément parce qu'on est conscient de ces enjeux concurrentiels que vraiment on renforce beaucoup les synergies avec l'autorité de la concurrence. On a fait un colloque, encore une fois, où il y avait 300 personnes en salle, 1000 personnes en ligne. On a fait toute une déclaration commune qui s'inspire en partie d'ailleurs ce qu'ont fait d'autres acteurs, comme au Royaume-Uni, entre l'ICO, justement, notre homologue, la CMA, l'autorité de la concurrence anglaise et d'autres encore acteurs de régulation. Il est évident que de plus en plus, il faut qu'on travaille de façon croisée pour articuler les régulations. C'est comme le cloud et la souveraineté. Après tout, la CNIL pourrait dire il faut un cloud souverain en France, etc. Mais si on n'a qu'un, l'autorité de la concurrence dirait mais c'est pas bien qu'il n'y en ait qu'un, il faudrait qu'il y en ait plusieurs, etc. Donc on voit bien que ces questions sont complexes, c'est légitime de se les poser. Il faut qu'on essaie ensemble, en tout cas avec les acteurs concernés, de les résoudre. Mais en tout cas, soyez convaincus que de plus en plus, la CNIL, la collaboration avec l'autorité de la concurrence le montre, la création de cette mission d'analyse économique le montre, la politique répressive de la CNIL le montre, on essaye de prendre en compte de plus en plus les enjeux économiques, l'impact concurrentiel de notre régulation et de pas être uniquement dans notre silo en criant protection des données, peu importe ce qui se passe par ailleurs. Voilà. Oui, mais sur l'égalité, je comprends l'égalité des règles, mais de l'autre côté, Google n'est pas un acteur qui est égal aux autres, et les grands acteurs de l'IA non plus. Et c'est vrai que quand il rend un internaute à un journal, par exemple, bah, il l'a complètement asséché de sa valeur publicitaire. Et donc, je comprends, bien sûr, mais d'un autre côté, bah, ils sont plus égaux que les autres quand même. Et ça va être pareil avec les acteurs d'IA. Et donc, j'ai pas la réponse, sinon je vous dirais ce que je pense. Mais ça demeure un problème important, c'est que c'est comme une lessiveuse, c'est-à-dire que les gens arrivent pour rentrer sur le web ou pour rentrer sur un prompt d'IA avec toutes leurs capacités publicitaires. Il n'y a pas encore de pub sur le prompt d'IA, mais je pense que c'est pas parler. Ils en ressortent quand même d'une certaine façon asséchés. Et le contact de Google, il a déjà généré toute la publicité qu'il pouvait générer. En tout cas, moi, ce que je constate, mais d'une façon plus générale, et je ne réponds pas à votre préoccupation, c'est que quand même, l'Europe, en se dotant de législation
s'applique à 550 millions de consommateurs auxquels ça... Son deuxième marché, c'est l'Europe. C'est pas le quatrième, c'est le deuxième. Donc, quand on agite des tas de menaces pour dire je vais me retirer demain matin, si, etc., ça se fera peut-être, mais pour l'instant, en tout cas, ça s'est pas fait. Et donc, c'est quand même la meilleure façon d'avoir des réponses européennes. Le RGPD, son effet extraterritorial, c'est devenu quand même le RGPD le marqueur, la référence mondiale en matière de protection. C'est pas si fréquent pour des textes européens. On peut l'appliquer. Et on voit bien qu'il y a des tas de pays qui essayent, pour commercer avec l'Europe, par philanthropie, d'élever le niveau de protection de leurs données. Et donc, on peut espérer que le paquet numérique européen, c'est une espèce d'expression très technocratique, avec l'ensemble des règles qui ont pour objectif aussi de faire de la régulation sur le DMA ex ante et pas uniquement ex post, justement, c'est quand même une grande nouveauté. Ah oui, c'est une révolution totale. C'est une révolution. Ouais, on peut espérer quand même que ça produise aussi ses fruits. Et moi, ce que je constate dans les acteurs, les très grosses plateformes numériques qui viennent nous voir régulièrement, d'abord, c'est qu'elles viennent nous voir. Ce qui prouve que quand même ils sont attentifs à ce qui se passe en Europe et ils demandent qu'une chose en réalité, c'est qu'il y ait une législation européenne et pas 27 législations différentes. Et quand même les choses évoluent. Il y a quand même tous les jours des choses qui évoluent en ce qui concerne les usages proposés par les GAFAM, je trouve, en fonction de la législation européenne. Peut-être un dernier mot. Je voudrais juste réagir sur qu'il y a des problèmes concurrentiels, y compris sur l'IA. Je pense que c'est pas forcément le domaine, mais bon, et sur le marché de la publicité, je trouve que ça a été quand même marqué à plusieurs endroits. Moi, je voudrais redire, moi, je reste quand même surpris, y compris sur l'environnement logué, de l'absence d'investissement qu'il y a eu, enfin d'une espèce de passivité technologique aussi qu'il y a eu d'une partie de l'écosystème, notamment des médias, enfin, à une période qui était difficile, où il y avait des baisses de revenus importantes sur des filières traditionnelles et pas forcément encore beaucoup sur des filières numériques, mais où du coup, tout ce système de publicité programmatique qui n'existait pas avant DoubleClick 2007, donc le système ne marchait pas comme ça, a été un peu une espèce de... Et il y a une espèce de dépendance technologique et c'est vrai qu'il faut sans doute réinvestir dans des solutions de maîtrise. Et c'est aussi vrai des modèles de langage. Enfin, moi, je fais la remarque sur nous, administration, si on veut utiliser un modèle de langage, on se pose évidemment la question. C'est le cœur de notre activité de lire des documents, d'en écrire. On fait que ça. On est une bureaucratie qui fait que ça. Le terme est rude. On accompagne, oui, mais quand on accompagne, on écrit et on lit des trucs. On peut, c'est évidemment stratégique que si on met un moteur technologique qui nous analyse des textes, qui nous en écrit pour nous, c'est évidemment stratégique pour nous de le maîtriser complètement. Et pas de dire, on prend le truc qui est pratique parce qu'il est là. Enfin, je prends mon point de vue. Mais, on a juste aimé que ce soit le cas de la réflexion pour le HDH. Mais c'est autre chose. Je me permets juste une remarque. Vous citiez tout à l'heure cette analyse des photos des chutes du Niagara qui permettait de réidentifier. J'ai sous les yeux un article du New York Times, ce qui est aussi tout à l'heure, du 21 juin 2018. Donc, vous voyez, c'est pas récent. Et c'est juste après l'entrée en vigueur du RGPD. Exactement. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils analysaient, l'article a un titre amusant, c'est les 7 brevets les plus flippants de Facebook. Et donc un qui permettait effectivement d'analyser pixel par pixel des photographies pour trouver les défauts. Vous savez, chaque appareil photo a des défauts avec des pixels manquants, qui constituent une empreinte, quasiment l'empreinte digitale de l'appareil photo. Et donc, exactement, c'est une watermarking involontaire. Exactement. Et là, précisément, on est capable de réidentifier. L'un des brevets de Facebook porte sur la réidentification pour savoir, vous parliez du graphe social, c'est-à-dire de retrouver toute la personne, ça fait partie des activités de Facebook depuis 6 ans. Vous voyez, ce sont des choses anciennes. Et c'est vrai, effectivement, que là-dessus, on a laissé, et je ne vous cite pas tous les autres brevets qui sont tous les plus free, sur l'analyse comportementale en continu des individus, sur le type de contenu, sur leur caractère de façon ultra précise. Donc, on est là face à des gens qui ont montré leur toxicité sociétale depuis fort longtemps. Et c'est vrai, effectivement, que globalement, je sens qu'on a eu du mal à prendre la mesure. Et puisque vous citiez les textes européens, on aimerait que dans le cadre de sanctions, puisque vous évoquiez des sanctions lourdes et importantes que vous avez pu infliger, la Commission, à plusieurs reprises, a infligé des sanctions en milliards. Ça semblait beaucoup, mais pour ces sociétés, ce n'est rien. Tant qu'on n'est pas en pourcentage de chiffre d'affaires,
Alors, on est en pourcentage du chiffre d'affaires sur toutes ces législations. Après, il y a de plus en plus aussi un enjeu de réputation. Et là, il faut laisser peut-être un tout petit peu de temps au temps, parce que l'Europe vient de se doter d'une armée réglementaire et législative sur tous les domaines. Le DSA, qui la mise en œuvre échoit principalement à l'ARCOM, mais un peu à nous, sur les questions de mineurs et de publicité ciblée. Le DMA, la question du partage, de la circulation des données, mais dans un environnement sécurisé, c'est le Digital Governance Act sur les services des intermédiaires de données ou l'altruisme de données, ou le Data Act, le règlement sur l'intelligence artificielle, l'espace européen des données de santé, etc. Déjà, il faut réussir à absorber tout ça. Mais dans tous ces textes, il y a des leviers de régulation, si on sait les saisir, qui sont importants, me semble-t-il. Et on espère que les solutions européennes finiront par exister et ne seront pas un rêve comme elles l'ont été ces Mais dernières c'est années. évidemment à l'échelon européen qu'on peut avoir une influence sur ces très gros acteurs. Tout à fait. Moi, j'ai juste pour prendre une minute pour dire ce que vous avez dit sur le fait que vous vous assuriez qu'on ne bride pas le consentement et donc il puisse y avoir des alternatives payantes aux offres gratuites, ce que je trouve un angle vraiment très, très intéressant. Et je me demandais à quand finalement Google, qui est contraint d'avoir une alternative payante et donc n'utilisant pas les données. Et je trouverais ça très intéressant parce que ça permettrait enfin d'avoir une valeur de l'internaute qui utilise Google. Et ça serait très intéressant pour revenir sur ce qu'on a beaucoup de mal à chiffrer et qui le concerne de plus près, du type les droits voisins, etc. Et je trouve que ça, là, vous avez un angle, il me semble, qui est assez puissant pour enfin savoir, on n'arrive pas à les taxer, on ne sait pas où sont les chiffres d'affaires, tout ça est habilement mélangé avec la complicité de l'Irlande, mais ça serait vraiment, c'est vrai, ça serait vraiment intéressant de pousser cela au bout, parce que si on doit avoir une alternative où on est libre, on la paye, et donc on sait ce que ça vaut. Et ça, je trouve que vous avez avancé, puisque vous avez poussé un État là-dedans, et je trouve que c'est très fructueux comme piste. Oui, c'est très intéressant que l'internaute puisse se dire, finalement, les données qu'exploite Meta sur qui me concernent, elles valent entre 10 et 13 euros, parce que c'est à peu près ça l'abonnement. Je crois qu'il y a Facebook et Instagram, et selon qu'on est en mobilité ou pas. Je sais que je l'ai baissé le prix. Voilà. Et donc, il va y avoir un travail, effectivement, qui va échoir à la CNIL irlandaise très prochainement, mais en collaboration avec toutes les CNIL européennes. Vous avez intérêt à avoir un œil dessus, voir les deux. Vous savez que si la CNIL irlandaise, qui a peut-être eu au début de son parcours, depuis l'entrée du RGPD, une montée en charge qu'elle devait prendre en compte, si la CNIL irlandaise impose des sanctions aussi importantes que celles qu'elle a pu imposer, 1,2 milliard d'euros quand même, la dernière fois contre Meta, alors que c'est public, ce que je dis, je n'éventre pas des secrets, sa proposition c'était 0 d'amende, 0 euros. C'est bien que les CNIL européennes se sont saisies, et la CNIL en particulier, des leviers qu'il y a dans le RGPD, dans le cadre de la coopération transfrontalière, pour imposer à la majorité des CNIL, des 2/3, puis à la majorité simple, si on n'aboutit pas à la majorité des décisions contraignantes à des autorités de protection des données. Et il y en a d'autres qui, de façon plus spontanée, comme le Luxembourg, avec lesquels on a travaillé, a imposé des sanctions de mémoire 647 millions d'euros à Amazon sur d'autres sujets. C'est pas non plus rien. Voilà. Donc la coopération transfrontalière européenne, elle marche en 5 ans. Les CNIL européennes, pour un texte qui est nouveau, en apprenant à travailler à 27 de façon sérieuse, etc., a prononcé plus de 4 milliards d'euros de sanctions, sans compter les enjeux réputationnels, sans compter les injonctions qui imposent à ces acteurs de modifier leurs pratiques. C'est quand même pas tout à fait rien, objectivement. Ça pourrait marcher mieux, ça pourrait marcher plus vite, mais ça fonctionne quand même. Voilà. Non, mais j'ai pas senti. Merci, c'est intéressant. Il y a l'offre de Meta, il y a YouTube Premium, ça existe, c'est 12,99 € sans pub, et il y a TikTok aussi une offre sans pub. J'ai une toute dernière question, puis après on lève le camp, et même si on a déjà dépassé les 10 minutes, qui porte sur la complémentarité entre les organes de régulation ou autorités, autorité de la concurrence, mais l'ARCOM, l'ARCEP. Est-ce que l'articulation peut être améliorée? Je parle évidemment des questions relatives à l'information au sens des États généraux de l'information. Et puis une deuxième question, mais qui est une autre forme de la même, qu'est-ce qu'aujourd'hui la CNIL peut faire pour le journalisme
enfin, qu'est-ce qu'elle peut faire à droit constant? Et est-ce que de nouvelles compétences lui permettraient de faire plus pour le journalisme? Là, je dis journalisme, je ne parle pas des journalistes, hein, je parle évidemment des médias d'information. Je parle de l'ensemble voilà, du journalisme avec l'ensemble de ses parties prenantes. Alors, sur l'interrégulation, objectivement, je crois qu'on essaye avec les différentes autorités de régulation de faire en sorte qu'on ne travaille pas en silo. On travaille avec le défenseur des droits sur les biais des algorithmes, par exemple. On travaille avec l'ARCOM sur le contrôle de l'âge pour l'accès aux sites pornographiques. Ce n'est pas un petit sujet, mais en tout cas, on travaille réellement ensemble et la CNIL a pris toute sa part. J'ai développé les liens qui s'est renforcé avec la DLC. On a des liens aussi avec l'ARCEP, par exemple, dans le cadre de la mise en œuvre du Digital Governance Act sur les services d'intermédiaire de données. Donc, en tout cas, je crois qu'on est tous vraiment très conscients qu'il faut qu'on travaille. Il n'y a pas un régulateur du numérique en France, il y a plusieurs régulateurs du numérique et il faut naturellement qu'on mette nos compétences en commun lorsque c'est nécessaire. Sur ce que la CNIL peut faire pour le journalisme, elle aimerait faire beaucoup pour le journalisme, ça c'est certain. Je pense, mais alors là, il faudrait que j'en parle davantage avec Bertrand Payès, mais je pense qu'il y a un sujet, notamment certainement sur l'IA utilisée par les médias eux-mêmes, en fait, pour produire leur contenu d'information. Là, il y a peut-être de l'accompagnement à faire, peut-être pour équilibrer les opportunités. Des garanties. Je ne sais pas. Alors, après, sur contre-GAN, après, c'est le RGPD, donc ça, c'est pas la CNIL, mais le RGPD prévoit des grandes exceptions pour les activités journalistiques, de même qu'elle prévoit pour la recherche scientifique, la statistique. Les activités des journalistes sont évidemment particulièrement protégées au titre du RGPD pour ce qui relève des traitements de données. Donc, il y a peut-être des choses que les plateformes technologiques ne pourront pas faire selon la manière dont la régulation va évoluer, mais que les journalistes pourront faire au titre de leurs activités journalistiques. Voilà. Et c'est vraiment un propos très général. Contrôle. Voilà. On pourra éventuellement vous donner plus d'éléments là-dessus. Comme c'est, ma connaissance, comme c'est une exception assez large, c'est vrai que c'est pas un sujet qui a été il y a beaucoup de travaux de notre part, mais ça peut être le cas s'il y a des interrogations. Bien. Merci pour votre temps. Vous avez gardé plus longtemps. C'est très clair pour nous. Long, mais voilà, absolument. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, madame.